BFM TV, il est quasiment 16 h. À la une cet après-midi, évidemment, la suite de cet incendie du siècle dans l'Aude, avec ce feu qui est fixé mais qui n'est toujours pas éteint à l'heure où l'on se parle. 1500 sapeurs-pompiers sont toujours à pied d'œuvre dans l'Aude. Les conditions météo sont pour le moment favorables aux pompiers. Néanmoins, des reprises de feu peuvent intervenir à tout moment. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux sur place dans un instant. L'homme suspecté d'avoir agressé violemment un maire dans l'Isère a été interpellé ce matin. Il n'a pas résisté lors de son arrestation par les forces de l'ordre. Mercredi dernier, ce suspect avait attaqué l'édile avec un couteau. Il avait aussi tenté de lui rouler dessus avant de prendre la fuite. C'est Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui a annoncé son arrestation. À la mi-journée, un immeuble s'est effondré dans le centre-ville d'Amiens. Un important dispositif de sécurité a été déployé. Il s'agit d'un ancien hôtel de 2 étages avec des combles. Les recherches se poursuivent, mais pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer. Et puis cette visite attendue dans les prochains jours, celle entre Donald Trump et Vladimir Poutine sur le sujet de l'Ukraine. On ne sait pas encore quand précisément ni où. Cette réunion, en tout cas entre le chef du Kremlin et le président américain, suscite beaucoup d'interrogations. Parmi elles, va-t-elle mener cette rencontre à la fin de la guerre en Ukraine? Nous en parlerons avec nos invités. C'est donc pour le moment la bonne nouvelle de la journée. L'incendie dans l'Aude est toujours fixé à l'heure où l'on se parle. Pas de reprise de feu que nous avons fait remonter à nos reporters sur le terrain. Néanmoins, les pompiers l'assurent, la lutte contre les flammes est loin d'être terminée. 1500 sapeurs-pompiers sont toujours mobilisés. Et auprès d'eux, on vous retrouve Angie Loata. Vous êtes à Saint-Laurent-de-la-Cabrerie dans le département avec près de vous ce poste de commandement où les pompiers restent évidemment très préoccupés, notamment par la situation météo, et ils veillent absolument à ce qu'il n'y ait pas de reprise de feu. Oui, c'est ça, préoccupé, regardant régulièrement des cartes, faisant des points de situation, des survols également. Un colonel a fait un survol aux alentours de midi tout à l'heure, et lorsqu'il est revenu, il nous a dit qu'il y avait effectivement une extrême vigilance à avoir sur quelques points chauds visibles depuis le ciel, et évidemment, le souci majeur serait une reprise de feu, notamment à proximité de zones végétalisées qui n'ont pas encore brûlé. 16 000 hectares parcourus, 13 000 brûlés, on le voit tout autour de nous. Le paysage est calciné par endroits, mais il y a encore des zones de végétation, et c'est pour cela qu'il y a des phases de noyage actuellement pour que le feu ne se propage pas à nouveau et que l'incendie ne reprenne pas, qu'il reste bel et bien fixé. Maintenant, l'objectif, c'est de le maîtriser, effectivement, c'est qu'il soit éteint absolument partout et qu'il n'y ait plus de risque, et cela peut prendre encore plusieurs jours, d'après ce que nous ont dit les autorités depuis ce matin. Plusieurs jours parce que, même si ce matin on avait le sentiment que les conditions météo étaient vraiment favorables, le ciel était voilé, il y avait un air chargé d'humidité, c'est différent cet après-midi. Il fait une trentaine de degrés, le soleil est accablant, et donc bien évidemment toutes les zones qui ont été parcourues par l'incendie sont en sursis pour ainsi dire. Et puis en plus, ça ne va pas s'améliorer dans les prochains jours parce que les températures vont continuer de monter et qu'il n'y aura pas un nuage à l'horizon d'ici lundi, mardi, en tout cas la semaine prochaine peut-être. Angie Loata depuis Saint-Laurent-de-la-Cabrerie sur des images de Pierre-Louis Crétin. Merci beaucoup. On continue d'en parler avec vous. Ludovic Pingano, vous êtes consultant gestion de crise BFM TV, fondateur du cabinet Atris. Qu'on l'a entendu avec Angie, les pompiers nous le disent, cela va prendre plusieurs jours pour peut-être maîtriser l'incendie, évidemment pour l'éteindre. Pourquoi cela va prendre plusieurs jours? C'est notamment en raison de l'étendue très importante de cet incendie? Oui, tout à fait. C'est un feu qui a eu une surface particulièrement importante. Ça a été dit dans le reportage, on est à 16 000, 17 000 hectares, certainement 13 000 hectares de brûlés, puisqu'on fait toujours la différence entre la surface brûlée et la surface parcourue, donc on doit être au moins 13 000 hectares brûlés. Et pour le coup, ça va prendre beaucoup de temps. L'autre raison pour laquelle il y a une incertitude, c'est que ce feu est tellement hors norme, qui ne répond pas au modèle dont on pourrait disposer. Et donc, en l'occurrence, il y a une forme d'incertitude autour du temps que ça pourrait prendre et des moyens à mobiliser sur cette phase de l'extinction. C'est difficile en effet pour les pompiers qui restent vraiment à scruter la moindre fumerole, la moindre trace d'un départ nouveau de feu. Et il y a aussi cette situation, on le disait, qui inquiète avec des paramètres météo qui ne sont pas favorables. Exactement. Ce matin, on a profité d'une météo qui était beaucoup plus clémente et qui a permis d'avancer encore un petit peu plus dans l'extinction de l'incendie. Cet après-midi et dans les jours à venir surtout, la chaleur en particulier avec cette phase de canicule risque de compliquer les choses. En tout cas, la vraie difficulté, c'est que
on va se retrouver de nouveau dans des situations avec des départs de feu possibles dans le département de l'Aude, mais aussi dans les départements voisins, sachant que pour l'instant, le dispositif sur place est très important. Il reste encore 1500 sapeurs-pompiers mobilisés sur cet incendie. Mais vous comprendrez bien que s'il y a des départs de feu dans les départements voisins ou bien sûr dans l'Aude, ce qui est un risque aussi avéré, hein, le directeur départemental du SDIS le rappelait ce matin, eh bien, il faudra appliquer la politique d'attaque massive sur les feux naissants que la France a mise en place. Voilà, donc ça fait partie des aléas. Pour l'instant, croisons les doigts pour que cette phase de recherche et d'extinction de tous les foyers dure le moins longtemps possible, de façon à ce que très rapidement, du stade fixé, ce feu passe maîtrisé, ce qui nous mettra quand même dans une position un petit peu plus confortable. Merci beaucoup Ludovic Pingano pour toutes ces explications. Nos envoyés spéciaux ont également suivi le retour dans leur maison de certains sinistrés. C'est notamment le cas du chef triplement étoilé Gilles Goujon. Sa maison a été sauvée de justesse par les pompiers. Vous allez voir en revanche autour de chez lui, la végétation a disparu. Il ne reste plus que des branches calcinées, quelques cendres. Reportage de Bettina Deguglielmo avec nos reporters Célia Vallée et Lucas David. C'est tout cramé en bas. Hier, le chef Gilles Goujon est retourné chez lui pour la première fois constater les dégâts. Sa maison est intacte, mais le paysage... Oh putain, la colline, tout a cramé. Il n'y a plus rien, toute la colline a cramé. Ce panorama dantesque le désole. Il n'y a plus rien. Oh, la nature était si belle. J'aurais jamais cru vivre ça, moi. Parce que ça fait 32 ans qu'on s'installe ici, parce que c'est exceptionnel, quoi. Et puis c'est devenu mon terroir et c'est devenu ma vie. Et voilà. Seule une partie de sa terrasse est détruite. Le chef relativise et tente de garder son humour. Putain, le canapé de ta mère. Tout ce qui est canapé, machin, on s'en fout, quoi. T'en choisiras un autre, ça t'occupera. Tout neuf, moi, salaud, il a servi. Fou, il est. Alors lui, par contre, ça c'était une pièce d'un sculpteur qui est un de mes amis qui m'ont fait ça pour ma 3e étoile. Alors il était caché par d'autres oliviers, là aujourd'hui il va trôner tout seul. Hein. Les flammes ont frôlé sa maison. Devant ce triste spectacle, le chef réalise le travail acharné des pompiers. Vous vous rendez compte ce qu'ils ont fait les pompiers là? Ils ont sauvé ma maison. C'est des types extraordinaires. Hein. Ils ont arrêté le feu au pied des voisins. On voit que tout a cramé. Toutes les maisons du village sont debout. Dans la commune, seulement 2 maisons ont été touchées. À quelques rues de là, son restaurant, l'auberge du Vieux Puy, triplement étoilé, a également été sauvé par les pompiers. Et ce qui nous préoccupe évidemment dans les prochaines heures, c'est les conditions météorologiques. On va voir ça avec vous, Loïc Rivière, journaliste météo climat BFM TV. D'abord, avant de parler de ces conditions météo, peut-être une vue sur ces images satellites qui parlent d'elles-mêmes de cet incendie qu'on surnomme l'ogre des Corbières. Images partagées par Airbus Espace qui servent d'ailleurs aux équipes sur le terrain pour mieux cerner la propagation de cet incendie qui est désormais fixé. Mais on voit sur cette image des foyers encore actifs, des panaches de fumée qui s'élèvent. On voit également la végétation ravagé, dévoré. Et le feu au-dessus encore visible avec ce panache de fumée, impressionnant. Ici, c'est point chaud. Alors, la partie de l'incendie s'étire sur une bonne partie de cette image. Difficile d'ailleurs de distinguer cette zone en réalité sous les panaches de fumée. Il faut noter 4 mots. Occitanie, qui est l'agence chargée de la surveillance de la qualité de l'air, nous dit que cette qualité de l'air est dégradée dans l'Aude, mais également en allant en direction du Gers ou encore du Tarn-et-Garonne. Alors justement, les prévisions météo, c'est ça qui nous préoccupe. Quelles vont-elles être dans les prochaines heures? Y a-t-il une accalmie ou pas? Accalmie en ce qui concerne le vent. Alors c'est une fenêtre de courte durée qui est un peu moins défavorable en ce moment avec ce vent marin depuis hier. Il remonte de Méditerranée, il est chargé d'humidité. Là, à cette heure-ci, on a encore 50% d'humidité dans l'air au petit matin. Et d'ailleurs, jusqu'à la mi-journée, on avait ces entrées maritimes qui bouchaient le ciel. Un ciel très bas, ça limitait la visibilité. Là, désormais, ça s'est dégagé sous le soleil. On a une trentaine de degrés. Et un vent qui accélère sensiblement par moment du côté de Lézignan-Corbières. On a relevé des rafales à plus de 50 km/h. Ce vent peut facilement emporter des braises sur plusieurs dizaines, plusieurs centaines de mètres et créer de nouveaux départs de feu. Vigilance absolue donc, et on comprend pourquoi les pompiers sont autant sur le qui-vive. Et il y a aussi cette canicule qui va concerner une grande partie sud du pays. Et forcément, on est très inquiets. Et c'est pour cela que cette fenêtre est très réduite. Les températures
vont vite augmenter, en liaison d'ailleurs avec un ex-cyclone. Alors il se trouve juste derrière vous, ici, cette dépression qui remonte peu à peu vers les îles britanniques. Elle va jouer le rôle de pompe à chaleur en réalité, en faisant remonter ces très fortes chaleurs venues d'Espagne où on dépasse déjà les 42 degrés, des pointes possibles, donc jusqu'à 40 degrés. Voici les départements en vigilance orange pour l'instant. L'Aude va rejoindre cette vigilance orange à partir de demain. 34 degrés ce samedi et 39, voire 40 degrés ce dimanche. On comprend bien comme les foyers restants peuvent facilement gagner en intensité. Et à l'échelle du pays, maintenant, vous allez le constater, les températures seront très élevées. En réalité, sur une très large moitié sud, on atteindra les 40 degrés dans le sud-ouest, dans la vallée du Rhône, en remontant vers la Bourgogne-Franche-Comté. Demain, on remontera encore un peu plus haut, vous voyez, jusqu'au Val-de-Loire. 33, 34 degrés possibles en région parisienne. Ça n'est qu'un début. Cette vague de chaleur va nous mener jusqu'en fin de semaine prochaine, en réalité, avec un pic attendu lundi, mardi, ce mardi, de 33 à 35 degrés de moyenne du nord au sud du pays. Alors forcément, dans ces conditions, le risque d'incendie va remonter sensiblement vers le nord, lui aussi. Et on surveillera évidemment avec attention la météo des forêts de Météo France, Fanny. Merci Valentin, merci Loïc Rivière également pour ces précisions. À 16h09, à présent, on prend la direction du département de l'Isère pour cette information que l'on a appris aujourd'hui à la mi-journée. Cet homme suspecté d'avoir agressé le maire de Villeneuve-de-Marcq qui a été interpellé. Annonce du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Romain Etchuin, vous êtes à Charentonnet pour BFM TV. C'est là-bas que le suspect a donc été interpellé. Il n'a pas opposé de résistance. C'est le soulagement. Tout à fait, il n'a pas opposé de résistance. Il a été arrêté sur la voie publique par les gendarmes que l'on a pu croiser à la brigade de Saint-Jean-de-Bournay. C'est à environ une quinzaine de minutes de Villeneuve-de-Marcq où a eu lieu l'agression. On a donc pu le croiser très brièvement. Il était camouflé par les gendarmes, camouflé par un parapluie avant qu'il ne prenne la direction de Grenoble où il est en train d'être gardé à vue. On rappelle les faits. Cette agression, elle a été violente mercredi soir. Il était équipé d'une arme blanche lorsqu'il a donné 3 coups au niveau du thorax à l'édile de 63 ans avant de revenir dans un second temps puis de tenter de le renverser avec sa voiture avant de finalement finir s'encastrer dans un mur. Au moment de sortir de son véhicule, il s'en est aussi pris au fils du maire qui était venu à son secours avant de prendre la fuite qui est donc désormais terminée après tout de même près de 48 heures de cavale. Un véritable soulagement pour les habitants du village de Villeneuve-de-Marcq. Nous avons notamment pu rencontrer Arnaud. Écoutez-le. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, déjà pour le village, pour tout le monde et même pour lui-même. Ouais. Je pense que c'est une bonne chose et voilà, bon, ce monsieur a fait une bêtise et puis il va falloir que les suites se passent convenablement, on va dire. C'est à la justice de faire son travail et puis écoutez, que la justice soit faite et que tout soit mis au clair. Je pense que c'est très important pour la famille du maire et que le calme revienne dans ce petit village assez modeste. Un mot quand même sur l'état de santé du maire qui était préoccupant. Son pronostic vital était engagé. Au moment des faits, il avait été transporté en urgence absolue à Lyon. Eh bien, son état s'est stabilisé. Il est toujours hospitalisé, mais il va mieux. Il souffre quand même d'une incapacité totale de travail de 15 jours. Il a déjà pu parler aux enquêteurs pour confirmer le déroulé des faits. C'est donc maintenant aux enquêteurs de déterminer les motifs du mis en cause et le déroulé exact des faits. Merci beaucoup Romain Etouin depuis Charentonnet pour BFM TV. On continue d'évoquer justement l'enquête avec vous, Boris Karlamov du service police-justice de BFM TV. Le parquet de Grenoble est saisi pour cette affaire. Absolument, puisque le parquet de Vienne s'est dessaisi au profit du pôle criminel du parquet de Grenoble, puisqu'une information judiciaire a été ouverte aujourd'hui et seul le parquet de Grenoble dans cette partie-là du territoire est compétent pour traiter les crimes sanctionnés d'une peine d'au moins 20 ans de réclusion. L'interpellation elle a eu lieu donc ce matin aux alentours de 11h30. Le placement en garde à vue dans la foulée et dans les locaux de la section de recherche de Grenoble. Une garde à vue qui au maximum peut durer jusqu'à 48 heures puisque c'est une enquête pour tentative de meurtre qui a été ouverte initialement par le parquet de Vienne. Ce suspect, on en sait davantage sur son profil. Il est âgé de 59 ans. Il habitait cette même commune de Villeneuve-de-Marcq et il connaissait donc sa victime puisqu'il avait un litige sur des questions d'urbanisme.
l'urbanisme avec monsieur le maire. Donc une enquête qui est en train de se dérouler. Il va falloir maintenant qu'il justifie pourquoi est-ce qu'il s'en est pris à lui, pour quelles raisons, pourquoi avoir tenté de l'assassiner, puisque l'enquête a été ouverte pour ça. Quoi qu'il en soit, cette garde à vue, elle peut durer au maximum jusqu'à dimanche matin. Et puis une décision sera prise par le juge d'instruction d'une mise en examen ou non à la suite de son déferment. Merci beaucoup Boris Karlamov pour ces précisions. On prend la direction à présent de la Somme et de Amiens où un immeuble s'est effondré dans le centre-ville de la ville à Place Hofer. Il s'agit d'un ancien hôtel de 2 étages avec des combles. Selon la préfecture à BFM TV, les secours sont sur place pour rechercher d'éventuelles victimes. À l'heure actuelle, aucune victime n'a encore été découverte. On cherche également à savoir si le bâtiment était inoccupé. Alors un important dispositif de sécurité, et on le comprend, a été déployé. Plus de 40 sapeurs-pompiers de la Somme ont été mobilisés. 3 du Pas-de-Calais, notamment une brigade cynophile, ainsi que des sauveteurs spécialisés dans le sauvetage et le déblaiement. À ce stade, les causes de cet effondrement restent à déterminer. À l'étranger, à présent, c'est une réunion qui sera scrutée de très près, avec énormément d'attention, notamment par les Ukrainiens. On parle évidemment de cette rencontre prévue dans les prochains jours entre Donald Trump et Vladimir Poutine, les 2 dirigeants qui ont prévu de se voir sans préciser encore exactement ni le jour, donc ni l'endroit. Alors cette annonce intervient alors que l'ultimatum lancé par Washington expire aujourd'hui. Donald Trump avait laissé, vous vous en souvenez, 10 jours à Moscou pour mettre fin à la guerre en Ukraine sous peine de nouvelles sanctions. Néanmoins, force est de constater que sur le terrain, la guerre se poursuit. Zoé Lamarche. Lors d'un micro tendu dans le bureau ovale, Donald Trump répond brièvement aux questions sur cet ultimatum donné il y a 10 jours à son homologue russe. Sous peine de sanctions sévères, un accord sur la guerre en Ukraine devait être trouvé aujourd'hui. Votre délai pour que Vladimir Poutine accepte le cessez-le-feu est-il toujours d'actualité et possible ? Cela dépendra de lui, nous verrons ce qu'il a à dire. Cela dépendra de lui, je suis très déçu, oui. Comme un début de sortie de crise, Donald Trump avait laissé espérer une rencontre des dirigeants russes, américains et ukrainiens. Un scénario que Vladimir Poutine a jugé prématuré, mais une rencontre entre le chef d'État américain et russe est prévue la semaine prochaine à la suite d'un échange mercredi entre Vladimir Poutine et l'émissaire spécial du président américain. Cela n'était pas arrivé depuis 2019. Le temps presse pour le dossier russo-ukrainien. Je pense que l'un des résultats les plus souhaitables de cette rencontre, mais je ne pense pas que cela soit très probable, pourrait être un cessez-le-feu général pour dire, avant de faire quoi que ce soit d'autre, cessons simplement les hostilités. Volodymyr Zelensky souhaite rejoindre les négociations et demande l'intégration des Européens dans les pourparlers. Et on continue d'en parler avec vous, Antoine Lard, vous êtes notre correspondant à Washington. Cette rencontre annoncée entre Donald Trump et Vladimir Poutine, est-ce que cela signifie que l'ultimatum lancé par Donald Trump il y a maintenant 10 jours, finalement n'a plus lieu d'être ? C'est possible, effectivement. On verra en tout cas ce que Trump décide aujourd'hui. Vous l'avez vu, quand il a été interrogé sur ce sujet hier, il est resté très flou, très vague sur ses intentions. Entre les lignes, on comprend que l'ultimatum n'est plus vraiment d'actualité et que Donald Trump a décidé d'accorder un délai supplémentaire à Vladimir Poutine, une dernière chance, et qu'il ne fera rien en termes de sanctions tant qu'il n'a pas rencontré son homologue russe. Mais ça n'est pas très clair. Il est très difficile de savoir exactement ce que Donald Trump prévoit de faire et ce qu'il a en tête. Ce qui est certain en tout cas, c'est que les Russes et les Américains ont déjà commencé à régler les détails de cette rencontre au sommet et on comprend notamment que Volodymyr Zelensky sera exclu de ces discussions. Au départ, Trump voulait un sommet tripartite, Trump, Poutine et Zelensky. Finalement, le président russe n'en veut pas et Trump s'en accommode. Il déclare qu'il est prêt à rencontrer Poutine, même si ce dernier refuse de parler au président ukrainien. Il faut dire que cette rencontre qui fera l'ego titre, ça attire énormément Donald Trump. C'est le genre d'événement qu'il adore. Trump, par ailleurs, accorde beaucoup d'importance aux relations personnelles qu'il peut avoir avec certains dirigeants et il est convaincu qu'il peut, à lui tout seul, convaincre Vladimir Poutine d'arrêter la guerre. Cette rencontre, c'est aussi pour lui une sorte de porte de sortie bien pratique pour ne pas perdre la face, alors qu'il faut bien le reconnaître, son ultimatum pour le moment n'a rien donné. Sur le terrain, les combats continuent, ils se sont même intensifiés ces derniers jours. Merci Antoine Lard, en direct de Washington pour BFM TV. Claude Blanche-Maison est encore avec nous, ancien ambassadeur de France à Moscou, auteur de Fragments d'un parcours aventureux aux éditions Temporis. On l'a compris, cet ultimatum il n'a pas abouti à la fin de la guerre espérée par Donald Trump. Néanmoins, qu'ont les deux hommes, Trump et Poutine, à trouver quels seraient les avantages pour l'un et pour l'autre à se rencontrer physiquement ?
Witkoff a négocié tout ça avant-hier, en réalité, quand il a négocié pendant 3 heures d'horloge avec Poutine, directement, et pratiquement sans témoin. Ouchakov, le conseiller diplomatique de Poutine, qui assistait quand même à l'entretien, a été très satisfait. Il a dit face caméra ensuite que c'était un très bon entretien et que Witkoff était venu avec des propositions acceptables par les Russes. Alors on ne sait pas quelles sont ces propositions. Évidemment, là-dedans, il y avait la rencontre bilatérale qui aura lieu, alors on ne sait pas encore exactement où, mais ça sera probablement aux Émirats Arabes Unis. Il y avait sans doute ce que demande Trump, c'est-à-dire un cessez-le-feu d'environ 1 mois, peut-être moins, peut-être plus, en tout cas un cessez-le-feu, et de façon à ce que Trump puisse revenir en disant « j'ai fait taire les armes ». C'était ce qu'il avait promis à son électorat. Et puis, l'enclenchement d'un processus dans lequel on discutera du statut des territoires occupés par la Russie, et du statut de l'Ukraine, de ce qui restera de l'Ukraine libre. La Russie veut 5 régions de l'Ukraine et évidemment, là, Volodymyr Zelensky effectivement, c'est un peu la foire aux idées parce que, comme on ne sait pas exactement ce qui s'est dit, il y a des fake news probablement qui émergent un peu partout, y compris d'un journal polonais hier qui disait mais dans le fond Poutine a peut-être changé de pied et peut-être qu'il est favorable finalement à une trêve, à un cessez-le-feu dont il faudra négocier les détails ensuite, mais aussi à un statut pour l'Ukraine libre, l'Ukraine, ce qui ne sera pas occupé par la Russie, qui dans le fond, il le laisserait libre de son statut, au lieu de dire pas de troupes occidentales et pas d'adhésion à l'OTAN. Ce qui serait évidemment un changement de pied considérable, si c'était vrai, mais c'est peut-être une fake news, parce que ça serait un changement de pied évidemment, mais en y réfléchissant un peu, ça pourrait intéresser Poutine, parce que ça établirait une sorte de barrière au milieu de l'Ukraine, une partie de l'Ukraine étant devenue russe, et l'autre partie étant sous dépendance américaine dans l'OTAN. Merci beaucoup Claude Blanche-Maison pour cette analyse. On retourne en France avec la loi du plomb qui a donc été retoquée hier en partie par le Conseil constitutionnel. Les sages ont censuré l'article de loi visant à réintroduire, vous le savez, l'acétamipride, ce fameux néonicotinoïde très controversé. Néanmoins, eh bien, le reste de la loi est lui toujours conservé. Oui, la ministre de l'Agriculture, dans un communiqué publié en fin de matinée, a assuré prendre acte de cette décision du Conseil constitutionnel. Anne Genevard qui appelle aussi un sursaut de patriotisme alimentaire. À la mi-journée, la pétition contre cette loi du plomb avait dépassé les 2 millions de signatures. Reportage d'Eléa Morel, Camille Fournier avec Marius Noël. Pour ces militants, pas de doute, la décision des sages est une victoire. Ça montre que le rapport de force fonctionne. Ça nous donne espoir pour la suite. Le Conseil constitutionnel a censuré la réintroduction prévue par la loi du plomb de l'acétamipride, un pesticide autorisé ailleurs dans l'Union européenne. Le sénateur à l'origine du texte relativise en rappelant que la majorité de la loi a tout de même été validée. 80% des articles sont conservés. Je vous rappelle que mon texte ne faisait que revenir sur des contraintes que la France a mises sur des décisions européennes qui s'appliquent partout en Europe. Réaction beaucoup moins positive du côté de la coordination rurale qui réclamait le retour de l'acétamipride. On est victime d'un agricide qui ne fait que s'accélérer. Avec leurs décisions, ils valident une politique de déproduction agricole en oubliant que l'agriculteur est celui qui façonne l'environnement. Une décision qui a également fait réagir les politiques. La gauche s'en dit satisfaite. Aux idéologues du retour en arrière, le Conseil constitutionnel vous donne encore un peu plus tort. C'est une victoire pour l'écologie, une victoire pour la santé, une victoire pour la démocratie. De la colère en revanche pour la droite et l'extrême droite. Laurent Wauquiez s'est directement attaqué aux sages, tout comme Marine Le Pen. En se comportant comme un législateur alors qu'il n'en détient pas la légitimité démocratique, le Conseil constitutionnel scie la branche sur laquelle il est assis. Emmanuel Macron a fait savoir qu'il promulguera le texte en tenant compte de la décision du Conseil constitutionnel. Et on parle de tout cela avec vous, Magali Payen, fondatrice du mouvement On est prêt, signataire également de cette pétition contre la loi du plomb qui a recueilli, on le disait, plus de 2 millions de signatures. On imagine donc que vous êtes satisfaite par cette décision. Alors, je suis satisfaite, oui et non. Comme vous l'avez dit à l'instant, en fait, c'est une véritable victoire pour la santé. Pour la santé, tout d'abord, des agriculteurs qui nous nourrissent, pour la santé des écosystèmes. Mais en fait, Emmanuel Macron a annoncé qu'il promulguerait la loi en l'état. Et ça, c'est un désastre. Parce que ça veut dire, en réalité, et la Confédération paysanne l'a bien dit, ça veut dire une énorme avancée pour l'agro-industrie,
ou plutôt un retour en arrière. Ça veut dire un affaiblissement de l'ANSES, ça veut dire un affaiblissement de l'Office français pour la biodiversité, ça veut dire une facilitation pour les élevages intensifs, pour les méga-bassines également. Et donc, en réalité, la mobilisation va continuer. Emmanuel Macron, en promulguant cette loi de cette manière-là, s'assied sur la mobilisation populaire, s'assied sur 2,1 millions de signataires, il s'assied sur les sondages qui montrent que la majorité de la population aujourd'hui est contre cette loi du plomb. Et il s'assied également, et c'est le plus important en fait, sur les premiers concernés, à savoir toutes ces victimes, et à commencer par les agriculteurs qui, eux, réclament une transition écologiste et juste. Magali Payen, il y a effectivement certains agriculteurs qui demandent et qui sont pour une transition écologique juste, comme vous le dites. Néanmoins, il y en a d'autres, notamment les producteurs de betteraves, notamment les producteurs de noisettes, qui, eux, disent, eh bien, en interdisant ce fameux néonicotinoïde, on va faire face à une concurrence déloyale des autres agriculteurs de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous leur répondez et qu'est-ce que vous leur offrez comme solution ? Alors, en réalité, on a bien vu que la concurrence déloyale de la part des autres pays porte surtout sur le coût de la main-d'œuvre, qui est à 2 € par heure en Turquie, je le rappelle, et donc pas sur les produits utilisés. Et il y a des alternatives à ces produits. Il y a des agriculteurs de betteraves qui ont très bien répondu à tout ça et à leur passage au bio dans Reporter. Je vous encourage à regarder leurs témoignages. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est dramatique, c'est qu'on entend principalement 10% des agro-industriels qui ne reflètent absolument pas 90% des paysans aujourd'hui, qui se retrouvent victimes en réalité de toutes ces pratiques et qui ont besoin de conditions de vie beaucoup plus dignes, à commencer par un revenu plus juste, qui aujourd'hui ne leur est pas offert parce que justement l'agro-industrie fait des marges indécentes sur leur dos et sur le dos des consommateurs. Merci Magali Payen de nous avoir livré votre avis donc, sur cette décision du Conseil constitutionnel. Le matelas raffinement d'Epeda a été désigné meilleur choix par UFC Que Choisir. Votre programme avec les matelas et sommiers Epeda. Dans un instant, nous retournerons dans l'Aude aux côtés de nos envoyés spéciaux. Nous irons notamment voir les pompiers qui arrivent toujours pas à contenir les flammes. Mais d'abord, on voulait vous parler des vignerons dans ce département. Oui, plus de 900 hectares de vignes ont été ravagés par les flammes. Une catastrophe, bien sûr, économique pour les viticulteurs. Néanmoins, ces parcelles qui ont brûlé, eh bien, elles ont peut-être sauvé des dizaines de villages. Explication à Saint-Laurent de la Cabrerise dans l'Aude avec Simon Pires de Souza, Pierre Bazin et Lounès Esquelaf. Au milieu des parcelles noircies par les flammes, quelques vignes ont résisté. Mais impossible de récolter les raisins. Il risque d'y avoir des goûts de fumée à la fermentation, à la vinification, et ces goûts de fumée risquent de ressortir. Donc il est fort probable que ces raisins-là ne soient pas ramassés sur cette parcelle. Ces feuilles vertes sont la preuve que le feu s'est arrêté ici. Au cours des dernières heures, elles ont joué un rôle essentiel permettant d'empêcher la propagation des flammes. Même si la vigne a subi quand même des dommages, on voit quand même que le feu s'est arrêté là. Voilà, s'il n'y avait pas des vignes autour de cette commune de Saint-Laurent, le village aurait été brûlé à 90%. Des maisons sauvées en partie par l'entretien des vignes et leurs propriétés. C'est la présence d'eau du coup dans les feuilles et dans les baies. Et en plus de ça, il y a l'entretien du vigneron. Il n'y a pas une espèce de paille qui est facilement inflammable. Ça aurait été le cas, tout aurait peut-être flambé. Dans l'Aude, 5000 hectares de vignes ont été arrachés, mais beaucoup militent pour en replanter sur des kilomètres de friches, afin de bénéficier notamment des effets de ce coupe-feu naturel. Le matelas raffinement d'Epeda a été désigné meilleur choix par UFC Que Choisir. C'était votre programme avec les matelas et sommiers Epeda. Restez bien avec nous dans un instant, nous retournerons évidemment voir comment évolue la situation dans l'Aude sur ce feu qui n'est toujours pas éteint. Il est fixé pour le moment, mais il n'est toujours pas ni maîtrisé ni noyé. 1500 sapeurs-pompiers sont toujours à pied d'œuvre pour éteindre les fumerolles, pour éteindre toute reprise éventuelle de feu. Et puis nous vous parlerons également de cette canicule. 28 départements de la moitié sud sont désormais placés en vigilance orange. À tout de suite. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie. Installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe.
Là, on a vraiment de la chaleur à tous les étages. Maintenant, la chaleur prend de la hauteur dans les Pyrénées, au sommet du pic du Midi à 2877 mètres. On atteindra les 20 degrés ce week-end. On aura un peu d'instabilité sur les reliefs du sud, mais globalement, le ciel sera bien dégagé. C'est un soleil de plomb qui va s'imposer. Les départements en vigilance orange se multiplient. 28 départements concernés désormais, de la Charente en descendant vers les Hautes-Pyrénées, en allant jusqu'aux Alpes. Les départements en vigilance jaune seront également concernés par des températures caniculaires en lien avec l'ex-cyclone Dexter qui remonte peu à peu vers les îles britanniques. En réalité, cette dépression va jouer le rôle de pompe à chaleur. Elle va faire remonter ces très fortes chaleurs depuis le Maghreb, depuis l'Espagne où on dépassait déjà les 42 degrés ce vendredi, notamment du côté de Mérida. On va retrouver une quarantaine de degrés sur certaines régions, notamment en direction de l'Auvergne. Ce samedi matin, une ambiance tout de même relativement modéré en ce qui concerne la chaleur, mais ce voile de nuages élevés va peu à peu se replier vers le Grand Est et peu à peu, sous le soleil, les températures vont s'envoler. Alors, dès le matin, on aura déjà 22 degrés dans le Midi toulousain, vous compterez 21 degrés à Lyon, des nuits tropicales également en Méditerranée et 18 à Paris pour débuter cette journée de samedi. Dans l'après-midi, température caniculaire sur les 3/4 du pays cette fois-ci, une trentaine de degrés en région parisienne, vous aurez 36 à Bordeaux, 38 à Lyon, 39 degrés à Toulouse et donc jusqu'à 40 degrés à l'ombre, prévu à Clermont-Ferrand. Alors ça va durer tout au long du week-end. Le pic de chaleur est prévu pour le début de la semaine prochaine, entre lundi et mardi, mais cette vague de chaleur pourrait bien nous emmener jusqu'au 15 août au moins. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. Partir un jour sans retour. C'était la météo avec Imaprotect, alarme et télésurveillance. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil ? Il est 16h30 dans l'après-midi info. Cet après-midi, nous développons ce titre avec le retour de la canicule avec 17 départements qui vont s'ajouter demain aux 11 déjà placés en vigilance orange ce vendredi. Les températures dépasseront les 37 degrés dans une grande partie de la moitié sud. Localement, on pourra même atteindre les 40 degrés. C'est la deuxième vague de chaleur en France cet été. On en parle dans un instant avec Loïc Rivière. Et forcément, ces températures qui vont augmenter, cela inquiète aussi la situation des pompiers. Dans l'Aude, 16 000 hectares ont toujours été parcourus par le plus gros incendie du siècle. 36 maisons ont été endommagées dans 16 communes. Une personne est décédée. L'incendie n'est toujours pas fixé. Il ne progresse plus, mais plus de 1500 sapeurs-pompiers sont toujours à pied d'œuvre pour éviter toute reprise de feu. En Israël, le cabinet de sécurité donne son feu vert au plan de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre qui a annoncé hier à la télé américaine vouloir prendre le contrôle militaire de la bande de Gaza, y mettre en place un périmètre de sécurité, mais sans la gouverner. Dans plusieurs villes israéliennes, des familles d'otages ont manifesté contre le Premier ministre. Et puis le Conseil constitutionnel a censuré hier la mesure la plus polémique de la loi du plomb, celle de la réintroduction sous condition de l'acétamipride, ce pesticide, ce fameux néonicotinoïde contre lequel une pétition citoyenne a désormais recueilli plus de 2 millions de signatures. Mais tout d'abord, cette vigilance orange émise par Météo France sur le plan de la canicule qui se renforce. On en parle avec Loïc Rivière, notre journaliste météo-climat BFM TV. Aujourd'hui, on est à 11 départements en situation, donc en alerte orange. Demain, ce sera 28. Principalement sur la moitié sud, à nouveau en raison de la remontée de ces très fortes chaleurs déjà bien installées sur l'Espagne. Alors voyez d'abord les départements qui sont déjà en vigilance orange canicule pour aujourd'hui et notez aussi les départements en jaune, c'est important, on va flirter avec les seuils caniculaires, même si la durée sera probablement plus courte sur ces départements. Pour tous ceux que vous voyez en orange, ça va durer 8 à 10 jours. Les nuits aussi seront très douces, probablement trop douces, avec des températures qui auront bien du mal à s'abaisser sous la barre des 20 degrés. En réalité, elles vont s'envoler au-delà des 40 degrés. Donc, voyez les zones les plus touchées, les plaines du sud-ouest, la vallée du Rhône, déjà pour cet après-midi, avec notamment 38 degrés relevés dans le Var, là cette fois-ci du côté de Cotignac. Demain, on va encore ajouter 1 ou 2 degrés et surtout, ces très fortes chaleurs remontent quasiment jusqu'au Val-de-Loire. On aura 33, 34 degrés par endroit en région parisienne et même jusqu'à l'intérieur de la Bretagne dans le courant de ce week-end. Ça n'est qu'un début. En réalité, on va rester sur un plateau chaud avec
plusieurs pics de chaleur, notamment lundi et mardi. Un pic à l'échelle du pays, cette fois-ci de 33 à 35 degrés de moyenne. Il sera très difficile d'échapper à cette chaleur. Alors pour la sortie de cette canicule, on la voit venir en fin de semaine, probablement pas avant le 15 août, donc pas avant vendredi, avec un temps de plus en plus lourd. D'ici là, possiblement orageux. Pour l'instant, l'indice de confiance n'est pas très élevé sur la fin de cette canicule. Le début, c'est maintenant. Et ce sera difficile à supporter sur la durée. Et Loïc, il y a forcément une question qu'on a envie de vous poser. Est-ce que l'Aude, dans laquelle le plus gros incendie de l'année, est-elle concernée par cette canicule aussi? L'Aude sera en vigilance orange à partir de demain midi. Là, on attend déjà 34 degrés ce samedi et des pointes possibles, notamment à Narbonne, à 39, voire 40 degrés. C'est évidemment inquiétant, l'incendie est fixé, mais pas éteint pour l'instant. Il reste encore des foyers qui peuvent se réactiver. En plus, ce week-end, le vent va tourner et la tramontane va se lever à partir de ce samedi. Et justement, on va tout de suite partir sur le terrain, retrouver Théo Basilana. Théo, vous suivez la situation sur place dans l'Aude où l'incendie n'est toujours pas éteint. Il y a d'ailleurs de nombreux foyers qui seront ce soir foyers privés d'électricité, environ 300. En revanche, les équipes d'Enedis, eh bien, elles sont à pied d'œuvre pour essayer de la rétablir au plus vite. Exactement, Valentin, parce que vous venez de le dire, ils espèrent que ce soir, il n'y aurait que 300 foyers privés d'électricité. Mais à l'heure où je vous parle, ce total, il est quand même élevé, 1300 foyers privés d'électricité. Et donc, nous avons pu tout à l'heure accéder dans une zone interdite au public, une zone où justement les agents Enedis sont en train d'intervenir. C'est leur combat principal, leur mission principale aujourd'hui, rétablir cette électricité. Et d'ailleurs, regardez, ça se passe aussi en direct. Il y a des camions, parfois Enedis, qui passent justement, font des allers-retours entre les différentes zones sinistrées. Quelles sont ces opérations très concrètement? Eh bien, lorsque nous avons été dans ces zones totalement ravagées par les flammes, eh bien, les lignes de haute tension étaient complètement détruites. Les poteaux, même pour tenir ces lignes, étaient totalement ravagés par les flammes. Et donc, il faut forcément agir, les enlever, les déblayer, puis les remplacer par de nouveaux poteaux. C'est ce que l'on a découvert et assisté à cette opération avec la chef départementale et régionale du département chez Enedis. Je vous propose de l'écouter. Avec l'ensemble des équipes qui sont réparties là sur tout le territoire, ce matin on était à 1300 clients coupés et on a pour objectif qu'il ne reste plus que 300 clients coupés ce soir. Nous on est arrivés un petit peu après les pompiers sur le terrain puisque on ne pouvait pas intervenir. Maintenant on est sur des réparations provisoires mais sur des ouvrages qui ont été très endommagés. Là on voit où on est, on a des poteaux totalement calcinés, des lignes qui sont tombées et donc là, maintenant, l'objectif, c'est que d'ici au week-end, on aura fait toutes les réparations provisoires. Et après, va commencer pour nous aussi la phase de la reconstruction. Mais comme on n'a pas encore fait tout l'état des lieux et qu'on découvre au fur et à mesure qu'on arrive sur le terrain l'étendue, entre guillemets, des dégâts, on ne sait pas encore combien de temps il nous faudra pour reconstruire. Et vous l'imaginez, il y a une quarantaine de techniciens qui sont mobilisés sur cette réparation. Une ligne de haute tension qui concerne donc 1000 foyers. Et ils nous ont dit une phrase qui nous a marqué. On va essayer sur cette zone de redonner vie un petit peu à ce territoire et permettre aux habitants de revenir chez eux. Merci Théo Basilana en direct de Durban-Corbière avec Baptiste Deveau pour les images. Une situation donc qui frappe les infrastructures. Également beaucoup de dégâts matériels à cause de ces incendies. Industriels et vignerons du secteur ont en effet constaté des colossaux dommages. Ils en appellent aux autorités. Reportage de Maxime Meunier et de Bettina de Guglielmo. À Saint-Laurent-de-la-Cabrerie, Jamel, sous-traitant d'un opérateur téléphonique, a dû abandonner ses véhicules de chantier. Il y avait un camion très récent, une tarière foreuse, qui coûte un bras d'ailleurs. Voilà, et ça c'est la nacelle. La nacelle, voilà, qu'elle a cramé aussi. On ne voit plus rien. On ne peut pas travailler, on est bloqué, il y a les charges qui vont tomber, il y a tout qui va tomber. On est dans la merde en fait. On est dans la merde parce que sans nos véhicules, on n'est rien. Jamel va devoir constituer un dossier pour son assurance. Dans cette même commune, à 15 jours des vendanges, Laurent, vigneron, a perdu 80% de son matériel agricole dans l'incendie. Ça, c'est une machine à vendanger. Ah, mais là, il y a quasiment une vingtaine de véhicules qui ont été impactés. Les tracteurs, les machines de récolte, oui, ça se chiffre en plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça, c'est
C'est colossal. Pour sauver son habitation, Laurent a dû faire le cruel choix d'abandonner ses locaux agricoles. Sa cave de vinification est complètement détruite. Certaines poutres fument encore. Une perte matérielle mais également végétale. 40% de ces vignes sont directement touchées. Ça fait mal au ventre de voir ça. C'est une vigne qui aujourd'hui est vouée à être arrachée, donc on n'aura plus jamais de raisin, quoi. Par contre, la partie qui reste encore verte, il y a eu des fumées dessus et on se pose la question à savoir si on pourra éventuellement faire du vin avec ces raisins. Toutes ces récoltes sont donc compromises. Ces entrepreneurs interpellent les pouvoirs publics pour recevoir de l'aide au plus vite. Alors les pompiers et la sécurité civile sont évidemment toujours à pied d'œuvre pour surveiller le terrain au plus près. Il y a aussi cette enquête qui est menée pour trouver l'origine de cet incendie. Paul Conge, vous êtes notre journaliste police-justice. Et les gendarmes particuliers, ceux de l'IRCGN, sont responsables de cette enquête. De quelle manière travaillent-ils ? Oui, alors on a pu se rendre hier dans les locaux des très secrets Instituts de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Donc IRCGN, c'est le vaisseau amiral de la gendarmerie scientifique en France. Ils ont une unité spécialisée dans les incendies. Leur travail, c'est donc de faire parler les cendres, de déterminer si l'incendie est d'origine criminelle ou non. Et évidemment, ce n'est pas une mince affaire lorsque vous avez face à vous 16 000 hectares dévorés par les flammes. Et il faut donc d'abord trouver le point de départ du feu. Donc dans l'Aude, ils ont dépêché le major Christophe Rémillon, qui a 20 ans de carrière. On l'a rencontré hier. Je vous propose d'abord d'écouter un court extrait de notre interview avec lui. Les sapeurs-pompiers ont des drones, les gendarmes ont des drones. Plus vous agissez vite, moins vous allez avoir de terrain à couvrir pour rechercher l'origine de l'incendie. Et l'origine de l'incendie, c'est vraiment le point crucial pour pouvoir ensuite déterminer les causes. Plus vous intervenez tôt, moins vous avez d'espace, de surface à investiguer. Donc des moyens aériens, des moyens humains. Et c'est comme ça que malgré la taille gigantesque de l'incendie dans l'Aude, ils sont parvenus à trouver son point d'éclosion, là où tout a démarré. C'était une petite zone en bord de route en l'occurrence. C'est là donc qu'en ce moment ils effectuent leur prélèvement, terre brûlée, cendres, composés organiques, mais aussi et surtout tout ce qui aurait pu être apporté là par l'homme, par exemple des bidons d'essence, des mégots, des bouteilles de white spirit. Tout ce qu'on appelle donc ces produits accélérants qui facilitent la propagation du feu. Ils sont ensuite transportés au laboratoire à Pontoise de l'IRCGN. Et on peut le voir sur ces images, ce laboratoire dans lequel on a tourné des images hier. Ils analysent des fragments de ces prélèvements qu'ils mettent dans un environnement stérilisé. Ils l'introduisent dans cette machine. C'est un chromatographe, une machine ultra précise qui va disperser les molécules chimiques du prélèvement et puis ensuite les afficher un par un sur ce graphique. Ça va permettre en un coup d'œil de voir ces pics et de déterminer la trace, la présence ou non d'hydrocarbures, d'alcool qui sont invisibles normalement à l'œil nu. Et ça donne des indices évidemment très précieux sur la nature intentionnelle ou non du feu. Et si par exemple il y a des traces d'essence qui n'ont rien à faire là, ça dira qu'effectivement il y a eu une intervention humaine. L'enquête donc ne fait que commencer. Dans l'actualité internationale, le cabinet de sécurité israélien a approuvé le plan de Benyamin Netanyahou pour, je cite, vaincre le Hamas. Oui, le Premier ministre israélien qui a annoncé hier sur la chaîne de télé américaine Fox News son intention de prendre le contrôle militaire de la bande de Gaza. Stéphane Amar, vous êtes notre correspondant à Jérusalem et face à cette déclaration, il y a de nombreuses familles d'otages, et notamment aussi d'anciens otages qui ont été libérés, qui accusent Benyamin Netanyahou de sacrifier leur sort pour garder le pouvoir. Oui, absolument. Il y a eu des manifestations hier, tant ici à Jérusalem qu'à Tel Aviv, pour demander au gouvernement de ne pas voter ce plan d'occupation totale de la bande de Gaza, car les familles d'otages craignent pour leurs proches. Je vous rappelle qu'il y a une vingtaine d'otages encore vivants entre les mains du Hamas, sur la cinquantaine qui sont détenus à Gaza. Et les familles craignent bien que le Hamas ne tue ces otages à l'approche des troupes israéliennes. Et d'ailleurs, le mouvement islamiste a aujourd'hui menacé la vie des otages directement, après les avoir montré, on se souvient cette semaine, deux otages très amaigris, décharnés, extrêmement affaiblis. En tout état de cause, Benyamin Netanyahou a tout de même décidé, avec son cabinet, de lancer cette offensive dans les tout prochains jours, mais elle pourrait prendre plusieurs mois et nécessitera l'évacuation d'au moins 800 000 Palestiniens qui vivent actuellement autour de Gazaville, la zone qui va être occupée. Merci. Merci beaucoup Stéphane Amar. Et nous évoquons tout à l'heure cette déclaration de Benyamin Netanyahou avec le chercheur associé à l'IFAS, David Rigoulet-Rose. Écoutez. Oui, mais de toute façon, ce n'est pas uniquement par rapport à des pays étrangers, c'est qu'il y a une opposition avérée. Aujourd'hui, on voit en Israël,
Il y a une lettre ouverte de quelques 550 anciens responsables des services de sécurité, du Mossad, du Shin Bet, des services secrets de l'Aman, des services secrets de l'armée, et des chefs d'état-major de l'armée qui disent que c'est une impasse et que effectivement ce plan mène potentiellement au désastre. Donc il y a eu une réunion dans le cadre de la réunion du conseil du cabinet de sécurité restreint, des tensions extrêmement fortes entre Eyal Zamir, qui est le chef d'état-major de Tsahal, et puis les ministres d'extrême droite. Le chef d'état-major a fait valoir que potentiellement il y avait des risques extrêmes pour les otages, que ça ne réglerait pas la question de fond, de toute façon, du jour d'après, notamment pour le déplacement des civils du nord au sud. On ne déplace pas 1 million de personnes comme ça de manière aisée, logistique. Et puis, il y a des attendus très, très incertains sur l'administration après. Et même si le Premier ministre a évoqué des pays arabes, sans les préciser lesquels d'ailleurs, pour une gouvernance qui prendrait le relais, on ne voit pas très bien justement comment les choses peuvent se produire, sinon de manière problématique. Alors justement, vous évoquiez cette situation. Le plan de Benyamin Netanyahou, il vise à mettre en place un périmètre de sécurité, dit-il, mais sans la gouverner. Il ne veut pour cela ni du Hamas ni de l'autorité palestinienne. Alors quelle gouvernance possible ? C'est tout le problème. C'est le flou qui est entretenu d'ailleurs. Et en fait, c'est le résultat des contradictions internes au cabinet de sécurité, puisque notamment 2 ministres, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, qui sont les 2 ministres de la mouvance sioniste religieuse, enfin en tout cas Itamar Ben-Gvir s'est opposé à certaines clauses justement de la décision du cabinet, parce qu'il n'y avait pas la mention du déplacement de la population à l'extérieur, ni de l'annexion, ce qui est leur objectif. Ce qui n'est pas forcément l'objectif du Premier ministre. Seulement, voilà, il est piégé par les contraintes de sa coalition, et donc il entretient un flou qui fait qu'il utilise des éléments de langage qui renvoient assez largement, d'une certaine manière, à la pensée magique. C'est bien ce que nous reproche d'ailleurs en filigrane le chef d'état-major Eyal Zamir. Pour autant, David Rigolet-Rose, on a vu qu'à l'intérieur même de son pays, il y a des personnes qui sont contre cette décision. Il lui reproche, notamment les familles d'otages, lui reprochent de mettre en danger la vie de ces otages. Est-ce que cette pression en interne pourrait le faire changer d'avis ? Ça ne le fera pas changer d'avis parce qu'il est tenu en fait par les contraintes de sa coalition. Mais ce qui est significatif, c'est effectivement l'étendue des critiques qui montent. Je ne parle pas de l'extérieur, je parle en interne, en Israël. Et pas seulement de la gauche. Il y a des ministres comme d'anciens ministres de la Défense, comme Lieberman, qui considèrent que c'est une erreur stratégique. Et pourtant, il n'est pas suspect de mollesse vis-à-vis du Hamas. Et il considère qu'effectivement, le plan qui est présenté est trop flou, les buts de guerre ne sont pas déterminés et que ça va induire des risques énormes. Alors d'abord pour les otages, mais pas seulement. Il y aura un coût économique de prise en charge de l'enclave et évidemment, préalablement au coût économique, c'est les risques de toute façon de perte humaine dans une forme de guérilla urbaine qui s'installerait avec une forme de syndrome vietnamien, entre guillemets, toute chose égale par ailleurs, et toute chose légale, toute chose que une armée conventionnelle ne peint par-dessus tout. On parle à présent de la guerre en Ukraine et de cette rencontre dans les prochains jours entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Aucune précision sur la date précise ni sur le lieu de cette rencontre, mais le calendrier interroge puisque c'est aujourd'hui qu'expirait l'ultimatum fixé par le président américain pour mettre fin à la guerre sous peine de nouvelles sanctions. Et on va retrouver tout de suite Nicolas Coadou en Ukraine, notre envoyé spécial en Ukraine. Nicolas, côté ukrainien, en fait, la demande de Volodymyr Zelensky de participer à la rencontre s'est confrontée au refus de Vladimir Poutine une fois de plus. Comment réagissent les Ukrainiens à cette rencontre qui se prépare ? Alors officiellement avec beaucoup de diplomatie dans la bouche de Volodymyr Zelensky notamment, qui a, les mots sont importants, salué et remercié Donald Trump pour sa médiation. Une façon finalement, si on lit un petit peu entre les lignes, de tenter de ne pas se mettre le président américain à dos, comme ça a pu être le cas il y a certains mois. Mais oui, vous avez raison, le fait que l'Ukraine soit une fois de plus absente de ce projet de négociation, une fois de plus parce que ça nous rappelle lors des premiers mois à la Maison Blanche de Donald Trump, on voyait bien que l'Ukraine
été mise de côté. Il y a une crainte, bien évidemment, parce que l'Ukraine, elle, a répété qu'elle était prête à discuter avec Vladimir Poutine à plusieurs reprises et c'est la Russie, pour l'instant, qui n'a pas voulu. La crainte ukrainienne, elle est également autour, vous en avez également parlé rapidement, de ce cessez-le-feu qui, selon Donald Trump, du moins, aurait dû intervenir dès aujourd'hui sous peine de sanctions contre la Russie. Il n'en est rien. Il y a eu des alertes ce matin sur les grandes villes ukrainiennes. Aucun signe de moins d'attaques sur le front. Donc on sait que ça ne va pas être pour tout de suite. Et forcément, lorsqu'on voit qu'il y aura cette rencontre la semaine prochaine, on comprend aisément pourquoi. Volodymyr Zelensky, de son côté, qui a appelé hier tous ses partenaires européens, Emmanuel Macron, le chancelier Merz, également allemand, ou encore Ursula von der Leyen, pour tenter de resserrer les liens en appelant à ce que l'Ukraine, mais également l'Europe, soit partie prenante dans cette négociation pour tenter de trouver une issue à cette guerre qui dure depuis maintenant plus de 3 ans et demi. Merci Nicolas Coadou en direct de l'Ukraine avec Théo Touché derrière la caméra. Dans l'actualité en France à présent, cet immeuble qui s'est effondré en fin de matinée à Amiens, immeuble situé dans le centre-ville de la commune, place aux Feurs. Il s'agit d'un ancien hôtel de 2 étages avec comble. Selon la préfecture à BFM TV, les secours sont sur place. Ils continuent de travailler alors qu'aucune victime n'a encore été découverte. Les recherches qui se poursuivent. Et on ne sait toujours pas exactement si le bâtiment était occupé ou pas au moment de l'effondrement. En tout cas, toujours pas de victimes à déplorer et c'est le plus important. Un important dispositif a été déployé. 43 sapeurs-pompiers de la Somme ont notamment été mobilisés. 3 du Pas-de-Calais spécialisés dans une brigade cynophile ainsi que des pompiers spécialisés en sauvetage et déblaiement. À ce stade, les causes de l'effondrement reste à déterminer. Dans l'actualité également, on en vient à cette loi du plomb qui continue de faire parler d'elle puisque le Conseil constitutionnel a décidé de retoquer l'un de ses articles, le fameux article 2, qui concerne ce néonicotinoïde, cet acétamipride, qui est donc nocif pour la santé, un camouflet pour le gouvernement. Reportage de nos équipes BFM TV. Pour ces militants, pas de doute, la décision des sages est une victoire. Ça montre que le rapport de force fonctionne. Ça nous donne espoir pour la suite. Le Conseil constitutionnel a censuré la réintroduction prévue par la loi du plomb de l'acétamipride, un pesticide autorisé ailleurs dans l'Union européenne. Le sénateur à l'origine du texte relativise en rappelant que la majorité de la loi a tout de même été validée. 80% des articles sont conservés. Je vous rappelle que mon texte ne faisait que revenir sur des contraintes que la France a mises sur des décisions européennes qui s'appliquent partout en Europe. Réaction beaucoup moins positive du côté de la coordination rurale qui réclamait le retour de l'acétamipride. On est victime d'un agricide qui ne fait que s'accélérer. Avec leurs décisions, ils valident une politique de déproduction agricole en oubliant que l'agriculteur est celui qui façonne l'environnement. Une décision qui a également fait réagir les politiques, la gauche s'en dit satisfaite. Aux idéologues du retour en arrière, le Conseil constitutionnel vous donne encore un peu plus tort. C'est une victoire pour l'écologie, une victoire pour la santé, une victoire pour la démocratie. De la colère en revanche pour la droite et l'extrême droite. Laurent Wauquiez s'est directement attaqué aux sages, tout comme Marine Le Pen. En se comportant comme un législateur alors qu'il n'en détient pas la légitimité démocratique, le Conseil constitutionnel scie la branche sur laquelle il est assis. Emmanuel Macron a fait savoir qu'il promulguera le texte en tenant compte de la décision du Conseil constitutionnel. Et on continue d'en parler avec vous, Mathieu Coage, journaliste politique de BFM TV. Que va-t-il se passer maintenant pour les agriculteurs qui, eux, parfois ont besoin de ce pesticide ? Oui, ils estiment qu'ils ne peuvent pas s'en passer même. Le sénateur Laurent Duplomb ne veut pas en rester là. Il devrait présenter un nouveau texte pour réintroduire ce pesticide contesté, mais cette fois en tenant compte des remarques, des critères imposés par le Conseil constitutionnel. En fait, les membres du Conseil constitutionnel ont estimé que la loi Duplomb n'était pas assez encadrée sur la durée et sur les filières concernées. Donc, en précisant ces deux aspects, le sénateur pense que le texte peut passer. Par contre, ça va prendre du temps. Et puis surtout, quand ça va arriver dans l'hémicycle, ce texte va être extrêmement chaud et risque de déchaîner certaines passions. Et puis, dans le même temps, en attendant que ça se passe, si ça se passe, la ministre de l'Agriculture estime qu'elle ne laissera pas les filières menacées de disparition sans solution. Alors, ça peut être des indemnités. Elle veut aussi une harmonisation européenne. Elle n'a pas précisé ces solutions, mais en tout cas, elle devrait aider donc les producteurs de betteraves sucrières et de noisettes.
Merci beaucoup Mathieu Coche pour ces précisions. Allez, un mot sur votre soirée sur BFM TV. Nos équipes vous proposent ce soir un documentaire à l'occasion des 80 ans des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki au Japon par l'armée américaine. Bombardements qui avaient mené à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hiroshima, les traces cachées, ce sera à suivre ce soir à 21h sur BFM TV. Restez avec nous dans un instant. Nous reviendrons évidemment sur la situation dans l'Aude avec ce feu fixé qui a pris mardi 16 000 hectares parcourus et un départ de feu qui a repris tout à l'heure. Il a heureusement pu être stoppé rapidement par les pompiers qui sont restés mobilisés sur place. 1500 toujours présents dans le département. Nous retrouverons Célia Vallée qui nous en dira plus. À tout de suite. Chacun profite de sa piscine comme il l'entend. Pour faciliter l'entretien, en tout cas, c'est Toucan. Toucan, les produits malins pour tous les bassins. Retrouvez toute notre gamme sur toucan.fr. Mister Auto, pour tous ceux qui entretiennent leur auto, qui filent dans la ville, qui s'évadent chaque week-end ou qui roulent des mécaniques. Avec Mister Auto, cliquez et recevez la pièce ou l'accessoire qu'il vous faut pour toutes les façons de bouger, toujours à nos meilleurs prix. Trouvez tous les produits SKF sur mister-auto.com. Mister Auto, click, get and move. La guerre en couleur, la Seconde Guerre mondiale comme vous ne l'avez jamais vue. À chaque numéro, des images d'archives restaurées ou colorisées par des experts et des articles détaillés. Le numéro 1, 1 € seulement. Attention, la carte verte est devenue inutile. Les radars consultent désormais le fichier des véhicules assurés. Pour éviter l'amende pour absence d'assurance, souscrivez maintenant et votre voiture sera immédiatement inscrite au fichier. Jeune, résilié, sinistré, malucé, assurepeople.com sera toujours là pour vous. 96 pages, sans spirale. Bravo champion. C'est leur raid, ultramarine. Très bien. Surligneur, métallique. Il y avait des lots super intéressants. C'est bien joué ça. On est prêt. Bureau Vallée, pour la rentrée, on met la barre très haut et les prix très bas. Quand je suis revenue une fois de course, j'avais 2 packs d'eau. Et là, d'un coup, je me dis, mais j'ai combien de chaque côté? Mais j'ai 18 kilos, en fait. Et je me disais, mais avant, je marchais avec ça. C'est terrible, hein? Plus que ça. Imagine. Et je me suis rendu compte, j'ai dit, mais malheur. J'ai dit, c'est fou ce que le corps peut endurer, enfin, comment on le fait souffrir avec ce surpoids. Aujourd'hui, avec 24 kilos en moins, je me suis retrouvée. Voilà. C'est moi. Alors pour perdre du poids, tout en mangeant de bons repas à partir de seulement 3,92 €, rendez-vous sur comej'aime.fr. My Hero Academia. Entrez à la Hero Academia aux côtés du jeune Izuku Midoriya avec l'intégrale du manga culte en grand format inédit. À chaque numéro, plus de 200 pages de manga, des pages couleurs, un marque-page et un poster. Le numéro 1, 1,50 € seulement. Fini les semaines de stress et d'incertitude pour acheter une voiture d'occasion. Grâce à Auto Hero, acheter une voiture est enfin facile. Des voitures d'occasion sélectionnées avec soin et un reconditionnement au top pour chaque voiture. L'achat de voitures qui fait vraiment plaisir. Trouvez vite la voiture de vos rêves sur autohero.com. Pour toi, une fissure sur ton pare-brise égale une journée de perdue? Pour 0 €, Carglass se déplace chez toi. Prends ton rendez-vous en 3 minutes, tu choisis ce qui t'arrange et c'est calé. Et en ce moment, si tu fais réparer ton impact ou remplacer ton pare-brise, t'as des balais d'essuie-glace offerts et c'est des Bosch. Alors, profites-en maintenant. Carglass répare, Carglass remplace. Moka a passé des années enfermée dans une cage. Vénus a été percutée par une voiture après avoir été abandonnée. Polly a été vendue sur un site internet comme un simple objet. 45 000 animaux chaque année ont besoin d'être soignés et protégés. En faisant un don de 10 € par mois, devenez compagnon SPA et sauvez des vies. Recherchez compagnon SPA sur Internet ou appelez le 0806 700 710. Les amis, j'ai fait Comme J'aime il y a 7 ans et j'ai perdu 10 kilos et surtout, je ne les ai jamais repris. Comme J'aime, ça marche pour tout le monde. Angélique, 36 ans de Cournon d'Auvergne, conseillère financière, a perdu 7 kilos en 1 mois et demi. Benjamin, 51 ans de Nantes, travaille dans le transport routier de marchandises, a perdu 28 kilos en 10 mois. Sandrine, 52 ans qui habite Paris, contrôleur de gestion, a perdu 21 kilos en 1 an. Alors pour perdre du poids, à partir de 3,92 € par repas. Rendez-vous maintenant sur comej'aime.fr. Comej'aime.fr, c'est important.fr. Merci docteur. Alors à quel tour? Bonjour. Ça va? Docteur, qu'est-ce qu'on fait? appelez le 112 et mettez le haut-parleur. Un accident peut arriver n'importe quand.
Alors on doit pouvoir compter sur n'importe qui. Chez Groupama, nous avons déjà formé gratuitement plus de 200 000 personnes aux gestes qui sauvent. Groupama, toujours là pour moi. Yes! Voilà l'effet que ça fait d'acheter ses fournitures scolaires sur entrediscount.com. Fini les samedis interminables au supermarché. Dites oui au prix imbattable, au choix, à la facilité. Avec entrediscount.com, en 3 clics, choisissez, commandez, profitez. L'info ne prend pas de vacances. BFM TV non plus. Voici les toutes dernières images. Tout l'été, chaque jour, les invités, les événements. On est au cœur de l'action. Les reporters partout en France et dans le monde. Dans le New Jersey, notre envoyé spécial aux portes de Marseille, aux côtés des Français qui vivent cette canicule, se mobilisent pour vous informer en temps réel. Nos reporters sont à vos côtés en direct sur BFM TV. BFM TV est à vos côtés tout l'été. BFM TV, première sur l'info. BFM TV, il est quasiment 17h. C'est la suite de l'après-info pendant encore 1 heure. À la une cet après-midi, le retour de la canicule et 17 départements qui s'ajouteront demain aux 11 qui sont déjà placés en vigilance orange. Cela fera donc 28 départements placés en vigilance orange canicule. Demain, les températures dépasseront les 37 degrés dans une large partie de la moitié sud. Et localement, on pourra atteindre, voire dépasser les 40 degrés. C'est la deuxième vague de chaleur en France. Cet été, elle va durer en plus. 1500 sapeurs-pompiers sont toujours à pied d'œuvre dans l'Aude. L'incendie du siècle qui est fixé mais toujours pas éteint. Il reste encore des vigilances cet après-midi. Les pompiers restent sur le qui-vive avec un feu qui a brièvement repris à Saint-Laurent-de-la-Barberie. C'est là que nous retrouverons Célia Vallée dans un instant. L'homme suspecté d'avoir agressé violemment un maire de l'Isère a été interpellé ce matin. Il n'a pas résisté lors de son arrestation par les forces de l'ordre. Mercredi dernier, ce suspect avait attaqué l'édile avec un couteau. Il avait aussi tenté de lui rouler dessus avant de prendre la fuite. C'est le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a annoncé son arrestation. Et l'annonce de cette rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine pour parler de l'Ukraine, elle aura lieu dans les prochains jours. On ne sait pas précisément quand ni où. Cette réunion entre le chef du Kremlin et le président des États-Unis suscite beaucoup d'interrogations, notamment cette question, va-t-elle mener à la fin de la guerre en Ukraine ou pas? On en parle dans ce journal. On commence donc avec cette information que nous avons appris il y a 1 heure. Il va faire très chaud pendant plusieurs jours et sur une large moitié sud du pays. Loïc, 28 départements en alerte orange. Oui, à partir de demain, dès aujourd'hui, il y a déjà 11 départements concernés, 28 départements demain, dont le département de l'Aude notamment. Alors en réalité, l'anticyclone remonte vers le pays. Il y a également cette dépression. C'est un ex-cyclone qui va remonter dans le courant du week-end vers les îles Britanniques et qui va jouer le rôle de pompe à chaleur. La chaleur va donc s'accumuler. Voici les départements déjà concernés par cette vigilance orange canicule. Et voici demain, c'est une bonne moitié sud qui sera concernée. Vigilance orange ou jaune. Là, on va flirter avec les seuils caniculaires. On ne devrait pas les dépasser sur la durée. Pour les départements en alerte, ça pourrait durer de 8 à 10 jours. En tout cas, la chaleur se maintiendra pour une bonne partie de la semaine prochaine. Alors, vous voyez déjà, dès cet après-midi, des pointes à 38, 39 degrés, localement 38 relevés dans le Var, du côté de Cotignac. Demain, on va ajouter encore quelques degrés supplémentaires. Les pointes à 40 degrés vont concerner les plaines du sud-ouest, la vallée du Rhône. Ça va même remonter jusqu'en Franche-Comté. En région parisienne, on aura 33, 34 degrés. Forte chaleur également en direction de l'Alsace, mais disons qu'elle sera contenue dans le nord du pays. Les seuils caniculaires seront surtout dépassés au sud. Ça va continuer tout au long du week-end. Et en début de semaine prochaine, on attend un pic à l'échelle nationale entre lundi et mardi de 33 à 35 degrés de moyenne dans l'après-midi. Alors je vous parle beaucoup des journées, les nuits seront de plus en plus difficiles à supporter également, avec des températures qui auront bien du mal à s'abaisser. 21 degrés, c'est une moyenne au petit matin sur la moitié sud, donc pour ce mardi matin notamment. On appelle les nuits tropicales. Vers minuit, vous aurez encore une trentaine de degrés, avec de plus en plus d'humidité dans l'air. En plus, le temps sera de plus en plus lourd d'ici à ce vendredi. On voit donc cette chaleur se maintenir au moins jusqu'au 15 août prochain.
Merci Loïc. Une situation qui ne va pas arranger le département de l'Aude, donc placé en vigilance orange pour cette canicule également. L'Aude dans laquelle cet incendie qui a pris mardi et qui a donc parcouru 16 000 hectares ne progresse plus. Il est fixé, mais il n'est toujours pas éteint. Il y a toujours 1500 pompiers qui sont déployés pour éviter toute reprise de feu. Et justement, Célia Vallée, vous êtes à Saint-Laurent-de-la-Cabrerie. Un départ de feu a eu lieu brièvement tout à l'heure. Il a été rapidement éteint. Oui, il s'est réactivé. Ce feu, c'est un habitant qui travaillait juste ici dans le champ qui l'a vu. Vous allez le voir sur les images de Simon Pires de Souza. Ces flammes qui étaient là tout à l'heure, elles ont été... les pompiers sont venus les éteindre. Vous les voyez, ces pompiers qui sont à pied d'œuvre encore cet après-midi. Le feu, il est fixé, mais ça ne veut pas dire qu'il est éteint. Il y a encore des reprises parce qu'il fait très chaud, parce qu'il y a des fumerolles. Et donc, ça déclare des flammes, comme l'a vu ce témoin tout à l'heure qui travaillait dans cette exploitation. Il a fait signe tout de suite aux pompiers qui passaient sur cette route et les pompiers sont intervenus tout de suite, mais il a entendu ces flammes tout de suite à côté de lui. Il a eu très peur. Pourquoi ? Parce que tout autour de nous, il y a des pins et il y a surtout une maison que vous allez voir ici, une habitation qui est un des enjeux sur lesquels les pompiers doivent faire attention. Et tout autour, il y a des pins et on sait à quel point les pins peuvent être dangereux. Une épine de pin brûlée peut se projeter à 150 mètres, voire à 200 mètres. Voilà les conditions météorologiques qui jouent également contre les pompiers parce qu'il fait très chaud ici. C'est la canicule, vous l'avez dit, il fait très chaud. Il y a du vent également. Ce feu qui est donc fixé mais pas éteint et cette météo qui ne va pas aider les pompiers aujourd'hui. Merci beaucoup Célia Vallée, envoyée spéciale depuis l'Aude sur des images de Simon Pires de Souza. Et nos envoyés spéciaux, justement, ils ont pu suivre le retour dans leur maison de certains sinistrés, notamment la maison de Gilles Goujon, ce chef triplement étoilé. Sa maison a été sauvée de toute justesse par les pompiers. Oui, vous allez voir sur les images, en effet, sa maison a été sauvée, mais la végétation autour a complètement disparu. Il ne reste que quelques branches calcinées et des cendres. Reportage de nos reporters Célia Vallée, Lucas David avec Bettina de Guglielmo. C'est tout cramé en bas. Hier, le chef Gilles Goujon est retourné chez lui pour la première fois constater les dégâts. Sa maison est intacte, mais le paysage... Oh putain, la colline, tout a cramé. Il n'y a plus rien, toute la colline a cramé. Ce panorama dantesque le désole. Plus rien. Oh, la nature était si belle. J'aurais jamais cru vivre ça, moi. Parce que ça fait 32 ans qu'on s'installe ici, parce que c'est exceptionnel, quoi. Et puis c'est devenu mon terroir et c'est devenu ma vie. Et voilà. Seule une partie de sa terrasse est détruite. Le chef relativise et tente de garder son humour. Le canapé de ta mère. Tout ce qui est canapé, machin, on s'en fout, quoi. T'en choisiras un autre, ça t'occupera. Tout neuf, moi, ça, il a servi. Où il est. Alors lui, par contre, ça c'était une pièce d'un sculpteur qui est un de mes amis qui m'ont fait ça pour ma 3e étoile. Alors il était caché par d'autres oliviers, là aujourd'hui il va trôner tout seul. Hein. Les flammes ont frôlé sa maison. Devant ce triste spectacle, le chef réalise le travail acharné des pompiers. Vous vous rendez compte ce qu'ils ont fait les pompiers là? Ils ont sauvé ma maison. C'est des types extraordinaires. Hein. Ils ont arrêté le feu au pied des voisins. On voit que tout a cramé. Toutes les maisons du village sont debout. Dans la commune, seulement 2 maisons ont été touchées. À quelques rues de là, son restaurant, l'Auberge du Vieux Puy, triplement étoilé, a également été sauvé par les pompiers. Et je vais rejoindre Loïc Rivière, notre journaliste météo-climat, avec ces conditions météo donc, qui inquiètent, mais qui restent pour le moment en tout cas encore favorables. Ce sont les conditions les moins défavorables connues depuis le début de cet incendie. Je vous propose de zoomer sur le vent dans un premier temps. Alors hier, il a tourné. C'est un vent marin qui souffle désormais en direction du département de l'Aude. Il remonte de Méditerranée. Quelques rafales n'ont pas été anticipées. Hein. On est monté jusqu'à 50 km/h, notamment du côté de Lézignan-Corbières cet après-midi, ce qui peut facilement emporter des braises, parfois sur plusieurs centaines de mètres, ce qui provoque de nouveaux départs de feu. L'avantage de ce vent, c'est qu'il est chargé d'humidité. Là, on a encore 45 à 50% d'humidité dans l'air. Rien à voir avec ce qu'on a connu au moment où ce feu s'est déclenché. Là, l'humidité était bien en dessous des 30%. À ce vent, il va falloir ajouter la chaleur.
bientôt. La fenêtre d'intervention est de courte durée avant de voir les températures s'élever sensiblement. Il y a déjà ces 11 départements en vigilance orange dès aujourd'hui et ça va se colorer. Demain, département situé de la Dordogne aux Hautes-Pyrénées en allant vers les Alpes. Le département de l'Aude sera bel et bien en vigilance orange. Vous voyez ce contraste avec le nord du pays qui sera concerné dans un second temps en réalité. Alors déjà des pointes à 38, 39 degrés pour cet après-midi. Puis des pointes à 40 degrés pour ce samedi, notamment en direction du sud-ouest, en remontant la vallée du Rhône jusqu'au Val-de-Loire. Et on aura de 33 à 34 degrés en région parisienne. Les fortes chaleurs ont également gagné l'intérieur de la Bretagne ce week-end. Le pic est prévu en début de semaine prochaine, entre lundi, mardi, de 33 à 35 degrés de moyenne l'après-midi et des températures qui auront bien du mal à s'abaisser sous les 20 degrés, même en pleine nuit. Dans ces conditions, forcément, le risque d'incendie va progresser lui aussi vers le nord, probablement jusqu'au Val-de-Loire. La chaleur, elle, va se maintenir tout au long de la semaine prochaine. Des facteurs à surveiller de très près. Merci Loïc. Dans le reste de l'actualité, nous l'avons appris à la mi-journée. L'homme suspecté d'avoir agressé le maire de Villeneuve-de-Marcq a été interpellé. C'est Bruno Retailleau qui a annoncé cette interpellation. On va retrouver Romain Etouin depuis Charentonnet. C'est dans cette commune que l'homme a été arrêté par les forces de l'ordre. Il n'a pas opposé de résistance. Tout à fait, c'est une interpellation qui a eu lieu dans le calme, c'est le moins que l'on puisse dire. On a pu se rendre à la mairie de Charentonnet où les élus n'ont rien vu, n'ont rien entendu. C'est vraiment une interpellation qui a été très calme, très discrète. On a pu apercevoir le mis en cause qui était transporté par les gendarmes en direction de Grenoble où la section de recherche de la gendarmerie est en charge de l'enquête. En tout cas, cette interpellation, c'est un véritable soulagement pour les habitants de Villeneuve-de-Marcq après cette agression, on le rappelle, particulièrement violente mercredi soir. Cet homme qui avait porté 3 coups au thorax de l'édile de 63 ans, il était armé d'une arme blanche. Il était ensuite revenu avec sa voiture pour tenter de le renverser. Tentative heureusement échouée puisqu'il a fini dans un mur, mais a fini d'agresser le fils du maire qui était venu à sa rescousse avant de prendre la fuite. Cette fuite qui a donc duré quand même près de 48 heures et donc on le disait, les habitants de Villeneuve-de-Marcq, ils veulent maintenant passer à autre chose et ils estiment que c'est à la justice de prendre la suite. Écoutez le témoignage d'Arnaud. Moi je trouve que c'est une bonne nouvelle déjà pour le village, pour tout le monde et même pour lui-même. Ouais. Je pense que c'est une bonne chose et voilà, bon, ce monsieur a fait une bêtise et puis il va falloir que les suites se passent convenablement, on va dire. C'est à la justice de faire son travail et puis écoutez, que la justice soit faite et que tout soit mis au clair. Je pense que c'est très important pour la famille du maire et que le calme revienne dans ce petit village assez modeste. C'est donc maintenant aux enquêteurs de déterminer exactement ce qu'il s'est passé et surtout quel motif a motivé justement cet acte de cet individu qui résidait de longue date dans le village. C'est donc maintenant le temps de l'enquête. Et tu es en direct de Charentonnet, voilà, avec Timothée Piron. On continue d'en parler avec vous, Maxime Clier-Ruza. Tout d'abord, quel est l'état de santé du maire? Quelles sont les nouvelles dont on dispose? Son pronostic vital n'est plus engagé, ça c'est la bonne nouvelle. En revanche, 15 jours d'interruption temporaire de travail lui ont été ordonnés par son médecin. Son fils, qui lui aussi avait été attaqué au moment des faits, lui va parfaitement bien. Mais l'enquête, comme le disait très justement Romain Etouin, se poursuit. Une enquête ouverte pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique et violence aggravée. C'est pour cette raison que la garde à vue peut d'ailleurs durer jusqu'à 48 heures. On le rappelle, cette agression qui avait eu lieu suite à un litige qui opposait le maire de cette commune et son agresseur, un litige sur fond de questions d'urbanisme et de travaux réalisés sans autorisation de la part du suspect. Merci beaucoup Maxime pour ces dernières informations. Dans le reste de l'actualité, il y a cet immeuble qui s'est effondré en fin de matinée à Amiens. L'immeuble est situé dans le centre-ville de la commune, place aux Feurs. Il s'agit d'un ancien hôtel de 2 étages avec comble. Selon la préfecture contactée par BFM TV, les secours ont été sur place pour rechercher d'éventuelles victimes. À ce stade, personne n'a été retrouvé sous les décombres et tant mieux.
Un important dispositif avec ses 43 sapeurs-pompiers mobilisés, dont 3 du Pas-de-Calais. Une brigade cynophile également spécialisée dans le sauvetage et le déblaiement. Les causes de l'effondrement restent encore à déterminer. À l'étranger, c'est une réunion qui sera scrutée avec évidemment beaucoup d'attention par les Ukrainiens. On vous parle bien sûr de cette rencontre annoncée entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Les deux dirigeants ont convenu de se voir dans les prochains jours, sans préciser quand exactement ni où. Mais en tout cas, le timing interroge, puisque c'est aujourd'hui que touche à sa fin cet ultimatum lancé par le président américain à son homologue russe, Donald Trump, qui avait laissé 10 jours à Moscou pour mettre fin à la guerre en Ukraine sous peine de sanctions financières. Force est de constater que la guerre se poursuit. Reportage de Zoé Lamarche. Lors d'un micro tendu dans le bureau ovale, Donald Trump répond brièvement aux questions sur cet ultimatum donné il y a 10 jours à son homologue russe. Sous peine de sanctions sévères, un accord sur la guerre en Ukraine devait être trouvé aujourd'hui. Votre délai pour que Vladimir Poutine accepte le cessez-le-feu est-il toujours d'actualité et possible ? Cela dépendra de lui, nous verrons ce qu'il a à dire. Cela dépendra de lui, je suis très déçu, oui. Comme un début de sortie de crise, Donald Trump avait laissé espérer une rencontre des dirigeants russes, américains et ukrainiens. Un scénario que Vladimir Poutine a jugé prématuré, mais une rencontre entre le chef d'État américain et russe est prévue la semaine prochaine à la suite d'un échange mercredi entre Vladimir Poutine et l'émissaire spécial du président américain. Cela n'était pas arrivé depuis 2019. Le temps presse pour le dossier russo-ukrainien. Je pense que l'un des résultats les plus souhaitables de cette rencontre, mais je ne pense pas que cela soit très probable, pourrait être un cessez-le-feu général pour dire, avant de faire quoi que ce soit d'autre, cessons simplement les hostilités. Volodymyr Zelensky souhaite rejoindre les négociations et demande l'intégration des Européens dans les pourparlers. Et on continue d'en parler avec vous. Jean-Didier Revent, vous êtes notre correspondant à Moscou. Qu'est-ce que les Russes attendent de cette rencontre très attendue entre Vladimir Poutine et Donald Trump ? Eh bien, d'après les informations qu'on filtrées dans la presse, on sait que Moscou considère que Washington lui a fait une offre acceptable. C'est pour ça que Vladimir Poutine a accepté l'idée de rencontrer Donald Trump la semaine prochaine. On sait que les deux hommes vont parler des relations bilatérales qui sont importantes pour la Russie, de la sécurité mondiale et puis aussi des traités sur les armes nucléaires dont et Moscou et Washington se sont retirés ou ont suspendu l'exécution. Et puis, bien évidemment, les deux hommes parleront de l'Ukraine et d'une possible des moyens de mettre fin à ce conflit. À cet égard, Vladimir Poutine s'est entretenu cet après-midi par téléphone aussi bien avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko que le Premier ministre indien Narendra Modi ou encore le président chinois Xi Jinping. Tous ont signifié leur volonté de trouver une résolution pacifique à la crise ukrainienne, de trouver une paix durable que visiblement, sur laquelle visiblement Donald Trump semble entrer en matière, étant donné que les thèmes qui seront abordés ne se limiteront pas à la crise ukrainienne, mais vraiment à tout un ensemble de problèmes qui permettront de définir un nouveau cadre de sécurité, en tout cas européen, voire mondial. Merci beaucoup Jean-Didier Revent en direct de Moscou pour BFM TV. Claude Blanche-Maison est toujours avec nous pour parler de cette rencontre donc tant attendue, mais dont les contours restent encore flous, à la fois sur la tenue, la date, le lieu, mais aussi sur le contenu. Notre correspondant l'évoquait tout à l'heure, il y a cette question notamment de l'Ukraine, forcément, avec ces coups de fil donc passés par le président au président de la Biélorussie, au président chinois, au Premier ministre indien également. Dans quel but ? On voit bien que le monde entier attend maintenant cette réunion, est suspendu au résultat de cette réunion. Le plus anxieux est certainement Narendra Modi, le Premier ministre indien, puisque l'executive order doublant les droits de douane de 25% à 50% a été signé par le président Trump. Son application est suspendue pour 3 semaines, mais dans 3 semaines, il aura 50% de droits de douane sur tous les produits indiens qui sont exportés aux États-Unis, et les États-Unis sont le premier marché d'exportation de l'Inde. C'est très grave, c'est grave pour nous aussi, parce que s'ils peuvent plus exporter en Inde, ils exporteront en Europe. C'est l'autre marché solvable. Le Chinois en a assez aussi, Monsieur Xi Jinping, en a assez aussi de ce conflit qui perturbe les flux économiques. Et pour la Chine, l'essentiel, c'est quand même de retrouver la croissance économique et puis de développer ses routes de la soie et son influence. Par conséquent, il presse Monsieur Poutine d'aboutir à un accord, à un résultat dans cette réunion. Et je pense que d'autres sont dans la même situation, bien que jusqu'à présent, il se soit
refusé, ces pays qui appartiennent au Sud, qui appartiennent au Sud global, de condamner la Russie pour son agression. Ils ont refusé ce terme. Mais cette guerre commence à les gêner, et pour certains d'entre eux, à les gêner beaucoup. Donc effectivement, ça va être l'un des enjeux pour eux. Ça va être très difficile, parce que le président Trump, il attend une seule chose, une trêve d'1 mois. Et puis l'engagement d'une négociation. Mais cette négociation, elle va être très difficile parce qu'évidemment, elle va dépendre de ce que les Ukrainiens peuvent accepter. Après tout, ce sont les Ukrainiens qui se battent depuis 3 ans et demi. Tout en sachant que Volodymyr Zelensky ne sera pas autour de la table pendant cette réunion. Ça, c'est un problème. Absolument. Et il a d'ailleurs élevé une critique, il a articulé une critique précise en disant qu'on ne pouvait pas traiter de son sort hors de sa présence. Il a également dit que les Européens étaient aussi directement concernés puisque l'Ukraine est en Europe et que c'est la sécurité européenne qui est en jeu. Par conséquent, il faut aussi inviter les Européens. Alors je pense que la réponse, évidemment, de Trump, on va voir, mais c'est probablement un dispositif à plusieurs étapes. C'est-à-dire que la première étape, cette semaine, ce sera la rencontre bilatérale entre le président Poutine et le président Trump. Puis ensuite, effectivement, il faudra trouver un moyen, de toute façon, pour faire entrer dans le jeu le président Zelensky, puisque c'est lui qui peut donner accord ou ne pas donner accord à les orientations qui sont prises, y compris sur la procédure de négociation. Les Européens, et puis on voit bien aussi que la Chine, membre permanente du Conseil de sécurité, a peut-être envie d'être partie à la grande négociation qui se déroulera pour un traité de paix, c'est-à-dire pour le règlement final de cette guerre. Donc ça va être très compliqué, et ça va être très compliqué pour Donald Trump, même si il va crier victoire, bien entendu, s'il obtient un mois de trêve. Il dira « j'ai fait taire les armes », c'était l'objectif. Après, dans le fond, si l'Ukraine et la Russie ne sont pas capables de négocier un accord, et si les Européens ne sont pas capables de trouver une solution, c'est leur problème. C'est ça le risque, c'est qu'ils se désengagent ensuite. Merci beaucoup Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France à Moscou et auteur de Fragments d'un parcours aventureux aux éditions Temporis. On en vient à présent en France à cette loi du plomb, donc retoquée en partie par le Conseil constitutionnel hier. Il s'agit de l'article 2 de la loi qui visait à réintroduire l'acétamipride, ce pesticide très controversé. Néanmoins, le reste de la loi, lui, reste conservé. Et dans un communiqué publié en fin de matinée, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, assure prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel. Sachez qu'à la mi-journée, la pétition contre la loi du plomb a dépassé les 2 100 000 signatures. Eléa Morel, Camille Fournier, Marius Noël. Pour ces militants, pas de doute, la décision des sages est une victoire. Ça montre que le rapport de force fonctionne. Ça nous donne espoir pour la suite. Le Conseil constitutionnel a censuré la réintroduction prévue par la loi du plomb de l'acétamipride, un pesticide autorisé ailleurs dans l'Union européenne. Le sénateur à l'origine du texte relativise en rappelant que la majorité de la loi a tout de même été validée. 80% des articles sont conservés. Je vous rappelle que mon texte ne faisait que revenir sur des contraintes que la France a mises sur des décisions européennes qui s'appliquent partout en Europe. Réaction beaucoup moins positive du côté de la coordination rurale qui réclamait le retour de l'acétamipride. On est victime d'un agricide qui ne fait que s'accélérer. Avec leurs décisions, ils valident une politique de déproduction agricole en oubliant que l'agriculteur est celui qui façonne l'environnement. Une décision qui a également fait réagir les politiques, la gauche s'en dit satisfaite. Aux idéologues du retour en arrière, le Conseil constitutionnel vous donne encore un peu plus tort. C'est une victoire pour l'écologie, une victoire pour la santé, une victoire pour la démocratie. De la colère en revanche pour la droite et l'extrême droite. Laurent Wauquiez s'est directement attaqué aux sages, tout comme Marine Le Pen. En se comportant comme un législateur alors qu'il n'en détient pas la légitimité démocratique, le Conseil constitutionnel scie la branche sur laquelle il est assis. Emmanuel Macron a fait savoir qu'il promulguera le texte en tenant compte de la décision du Conseil constitutionnel. Bonjour François Vieilleret, vous êtes porte-parole de Génération Future, une association environnementale. Comment avez-vous accueilli cette censure de l'article 2 concernant ce pesticide qui a été pris donc décision hier par le Conseil constitutionnel ? Comme une bonne nouvelle, évidemment, parce qu'on connaît les effets de l'acétamipride et les autres néonicotinoïdes sur l'environnement. On connaît aussi les doutes sur les effets sanitaires, notamment sur le développement du système nerveux chez le fœtus et le jeune enfant.
Donc c'est une bonne nouvelle que le Conseil constitutionnel ait refusé de valider cet article 2. François Bayrett, est-ce que vous demandez au gouvernement, et notamment Emmanuel Macron, d'aller plus loin, de faire cette abrogation totale? Parce qu'en l'état, il se compte promulguer cette loi seulement en se basant sur la décision du Conseil des sages. Oui, alors ça, on regrette complètement cette déclaration du président de la République qui a déclaré très rapidement qu'il comptait bien promulguer la loi. Nous, on lui demandait effectivement, face au mouvement de rejet de cette loi du plomb, qu'il fasse un geste vers les plus de 2 millions de personnes qui ont, sur une pétition difficile à signer, manifesté leur opposition. On a décidé le contraire, on en prend note. Et je dirais que plus grave encore, moi, les propos que j'ai entendus de responsables de la FNSEA depuis ces dernières heures m'inquiètent encore plus, puisque visiblement, ils n'ont pas compris qu'il y avait un rejet total de ce retour des néonicotinoïdes dans le pays, puisqu'ils disent que voilà, ils vont eux-mêmes demander vraiment la réintroduction d'une dérogation sous une autre forme dans un prochain texte sur l'agriculture, qui est complètement ahurissant. On a l'impression d'avoir affaire à des gens qui sont complètement dépendants à un produit, alors même que finalement les gains de production sont faibles avec l'acétamipride. Il y a aussi cette décision qui a été conservée dans le texte, le Conseil constitutionnel qui a donc validé l'élevage intensif ou encore des mesures sur la construction de ces méga-bassines. Comment est-ce que vous réagissez à cela ? Alors ça, c'est effectivement la mauvaise nouvelle. Alors sur l'article 8, sur les ressources en eau, il y a quand même eu 2 points sur lesquels le Conseil constitutionnel a émis des réserves. Donc c'est pas totalement mauvais, c'est pas non plus totalement bon. Mais par contre, c'est vrai que sur les élevages intensifs, là, c'est vraiment très mauvais pour les écologistes, puisque on va pouvoir maintenant faciliter l'installation d'élevages industriels beaucoup plus facilement qu'avant. Donc on a quand même une vision de l'agriculture qu'on regrette, il y a une vision de l'agriculture agro-industrielle qui ne correspond pas à la demande des consommateurs et pas non plus aux besoins de préservation de l'environnement et du climat, de la biodiversité. Merci beaucoup François Bayrett d'avoir été en direct sur BFM TV. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Génération Future. Le matelas raffinement d'Epeda a été désigné meilleur choix par UFC Que Choisir. Votre programme avec les matelas et sommiers Epeda. Dans un instant, nous retournerons à bien sûr prendre des nouvelles de nos envoyés spéciaux qui sont déployés un peu partout dans le département de l'Aude, là où le feu n'est toujours pas maîtrisé. Il est en partie fixé, mais les flammes continuent de brûler par endroits. Mais d'abord, on voulait vous parler des vignerons du département. Ouais, avec plus de 900 hectares de vignes qui ont été ravagés par ces flammes, une catastrophe donc pour ces viticulteurs. Néanmoins, les parcelles ont probablement sauvé des villages aux alentours. Explication à Saint-Laurent-de-Cabreris dans l'Aude avec Simon Pires de Souza, Pierre Bazin et Lounis Kelaf. Au milieu des parcelles noircies par les flammes, quelques vignes ont résisté. Mais impossible de récolter les raisins. Il risque d'y avoir des goûts de fumée à la fermentation, à la vinification, et ces goûts de fumée risquent de ressortir. Donc il est fort probable que ces raisins-là ne soient pas ramassés sur cette parcelle. Ces feuilles vertes sont la preuve que le feu s'est arrêté ici. Au cours des dernières heures, elles ont joué un rôle essentiel permettant d'empêcher la propagation des flammes. Même si la vigne a subi quand même des dommages, on voit quand même que le feu s'est arrêté là. Voilà, s'il n'y avait pas des vignes autour de cette commune de Saint-Laurent, le village aurait été brûlé à 90%. Des maisons sauvées en partie par l'entretien des vignes et leurs propriétés. C'est la présence d'eau du coup dans les feuilles et dans les baies. Et en plus de ça, il y a l'entretien du vigneron. Il n'y a pas une espèce de paille qui est facilement inflammable. Ça aurait été le cas, tout aurait peut-être flambé. Dans l'Aude, 5000 hectares de vignes ont été arrachés, mais beaucoup militent pour en replanter sur des kilomètres de friches, afin de bénéficier notamment des effets de ce coupe-feu naturel. Le matelas raffinement d'Epeda a été désigné meilleur choix par UFC Que Choisir. C'était votre programme avec les matelas et sommiers Epeda. L'infotrafic et attention sur la route avec ce nouveau chassé-croisé important et Bison Futé qui voit rouge demain sur l'ouest du pays et en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous le voyez, pour les retours, ce sera orange sur tout le pays, rouge dans le sud-ouest. Et puis regardez, dimanche, là va encore bouchonner légèrement dans le quart sud-ouest du pays. Et puis sur l'extrême est, sur le pourtour méditerranéen, il y aura aussi quelques ralentissements. C'était l'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Restez avec nous dans un instant, nous reviendrons sur cette vigilance orange qui demain concernera 28 départements de la France, de l'Hexagone. Des conditions qui concerneront donc l'Aude qui restera orange, l'Aude où le feu
qui a pris mardi est fixé. Il n'est toujours pas éteint. 1500 pompiers sont toujours sur place pour veiller à ce que le feu ne reparte pas. Une reprise de feu a brièvement eu lieu dans l'après-midi il y a quelques instants, mais les pompiers ont pu en venir à bout. Ils restent évidemment fortement mobilisés alors que 300 foyers restent encore privés d'électricité dans le département. Le point complet tout à l'heure à 17h30. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie, installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Là, on a vraiment de la chaleur à tous les étages. Maintenant, la chaleur prend de la hauteur dans les Pyrénées, au sommet du pic du Midi à 2877 mètres. On atteindra les 20 degrés ce week-end. On aura un peu d'instabilité sur les reliefs du sud, mais globalement, le ciel sera bien dégagé. C'est un soleil de plomb qui va s'imposer. Les départements en vigilance orange se multiplient. 28 départements concernés désormais, de la Charente en descendant vers les Hautes-Pyrénées, en allant jusqu'aux Alpes. Les départements en vigilance jaune seront également concernés par des températures caniculaires en lien avec l'ex-cyclone Dexter qui remonte peu à peu vers les îles britanniques. En réalité, cette dépression va jouer le rôle de pompe à chaleur. Elle va faire remonter ces très fortes chaleurs depuis le Maghreb, depuis l'Espagne où on dépassait déjà les 42 degrés ce vendredi, notamment du côté de Mérida. On va retrouver une quarantaine de degrés sur certaines régions, notamment en direction de l'Auvergne. Ce samedi matin, une ambiance tout de même relativement modéré en ce qui concerne la chaleur, mais ce voile de nuages élevés va peu à peu se replier vers le Grand Est et peu à peu, sous le soleil, les températures vont s'envoler. Alors, dès le matin, on aura déjà 22 degrés dans le Midi toulousain, vous compterez 21 degrés à Lyon, des nuits tropicales également en Méditerranée et 18 à Paris pour débuter cette journée de samedi. Dans l'après-midi, température caniculaire sur les 3/4 du pays cette fois-ci, une trentaine de degrés en région parisienne, vous aurez 36 à Bordeaux, 38 à Lyon, 39 degrés à Toulouse et donc jusqu'à 40 degrés à l'ombre, prévu à Clermont-Ferrand. Alors ça va durer tout au long du week-end. Le pic de chaleur est prévu pour le début de la semaine prochaine, entre lundi et mardi, mais cette vague de chaleur pourrait bien nous emmener jusqu'au 15 août au moins. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil ? 17h30 sur BFM TV, vous êtes dans l'après-midi info encore pour une demi-heure. À la une aujourd'hui, c'est plus de 16 000 hectares qui ont été parcourus dans l'Aude depuis mardi. Un feu fixé mais toujours pas éteint. 1500 pompiers toujours à pied d'œuvre pour éviter toute reprise de feu. Les flammes ont d'ailleurs brièvement repris cet après-midi à Saint-Laurent de la Cabreries. Nous y retrouverons tout à l'heure Célia Vallée. Et cette situation dans l'Aude sera évidemment à scruter dans les prochains jours car le département sera comme 27 autres départements placés en vigilance orange, canicule. Les températures dépasseront les 37 degrés dans une grande partie de la moitié sud. Localement, on pourra atteindre, voire dépasser les 40 degrés. C'est la deuxième vague de chaleur en France cet été et elle va durer au moins 8 jours. Est-ce la rencontre de la dernière chance pour l'Ukraine? Donald Trump va rencontrer Vladimir Poutine dans les prochains jours. On ne sait pas exactement quand ni où. Néanmoins, cette réunion entre le chef du Kremlin et le président des États-Unis suscite beaucoup d'interrogations. Va-t-elle mener à la fin de la guerre en Ukraine? On en parle dans un instant. Et puis en France, le Conseil constitutionnel a censuré la mesure la plus polémique de la loi Duplon, celle de la réintroduction sous condition de l'acétamipride, ce néonicotinoïde qui est très controversé, un pesticide contre lequel une pétition citoyenne a recueilli plus de 2 millions de signatures à la mi-journée. Mais tout d'abord, la situation dans l'Aude avec l'ogre des Corbières, comme il a été surnommé, cet incendie géant qui a pris mardi, qui ne progresse plus. Le feu est donc fixé, mais qui inquiète toujours avec des conditions météo à surveiller de très près. C'est ce que font les quelques 1500 pompiers qui sont toujours déployés sur place dans le département. Célia Vallée, vous êtes à Saint-Laurent de la Cabreries, parce qu'une reprise de feu a brièvement eu lieu il y a quelques dizaines de minutes maintenant. Et heureusement, le feu a été rapidement éteint.
Absolument, le feu s'est réactivé juste ici, vous allez voir sur les images de Simon Pires de Souza. Alors s'il n'y a plus de flammes, évidemment, c'est parce que les pompiers sont intervenus. Il y avait 3 camions de pompiers ici pour essayer de noyer la zone. C'est un professionnel qui travaillait juste dans l'exploitation à côté, une exploitation de fruits et légumes, qui a appelé les pompiers qui passaient sur cette route, qui leur a dit de venir tout de suite. C'est ce professionnel qui a vu la scène et qui nous l'a raconté au micro de Simon Pires de Souza. Écoutez-le. Écoutez, on était avec mon fils là, qui a son exploitation, là, qui est maraîcher, et on était en train de ramasser ce qui reste. Et il y a eu une reprise de feu, d'un coup on a entendu des crépitements très forts. Et justement, bon, les pompiers, il y avait un camion de pompiers qui passait le long de la route. Je leur ai fait donc des signes et immédiatement ils sont intervenus et voilà, ils ont arrêté cette reprise de feu. Les flammes se sont quand même rapprochées relativement près et tout le système d'irrigation qui est un Plymouth, le goutte à goutte, tout ça, ça a fondu quoi. Voilà, ce professionnel, forcément, il a été inquiet de voir ces flammes s'élever derrière lui, particulièrement parce que juste ici, il y a une habitation qui est entourée de pins. Donc, la situation aurait pu s'aggraver si les pompiers n'étaient pas intervenus. Ces pompiers qui sont sur le terrain encore aujourd'hui, ils sont plus de 1500 parce que ils surveillent ces points chauds. Ils surveillent, ils font de la surveillance sur tous les 16 000 hectares qui ont été parcourus. Et les conditions météorologiques ne les aident pas parce qu'il fait très chaud cet après-midi. C'est plus du tout les mêmes conditions que ce matin. Il fait très chaud, le vent s'est levé, donc ce feu, certes, il est fixé, mais ils doivent être encore à pied d'œuvre sur le terrain pour tenter de maîtriser ces points chauds, les pompiers. Célia Vallet, depuis le département de l'Aude, sur des images de Simon Pires de Souza et sur les 16 communes qui ont été concernées par l'incendie. Saint-Laurent de la Cabrerie a payé un très lourd tribut. Une habitante de 65 ans, vous le savez, y est décédée, notamment dans son domicile dévasté par les flammes. Les bilans humains, il y a également les dégâts matériels qui ont concerné des industriels ou encore des vignerons du département et de la commune qui attendent une réponse des autorités pour leur venir en aide. Maxime Meunier et Bettina de Guglielmo. À Saint-Laurent de la Cabrerie, Jamel, sous-traitant d'un opérateur téléphonique, a dû abandonner ses véhicules de chantier. Il y avait un camion très récent, une terrière foreuse, qui coûte un bras d'ailleurs. Voilà, et ça c'est la nacelle. La nacelle, voilà, qu'elle a cramé aussi. On ne voit plus rien. On ne peut pas travailler, on est bloqué, il y a les charges qui vont tomber, il y a tout qui va tomber. On est dans la merde en fait. On est dans la merde parce que sans nos véhicules, on n'est rien. Jamel va devoir constituer un dossier pour son assurance. Dans cette même commune, à 15 jours des vendanges, Laurent, vigneron, a perdu 80% de son matériel agricole dans l'incendie. Ça, c'est une machine à vendanger. Ah, mais là, il y a quasiment une vingtaine de véhicules qui ont été impactés. Les tracteurs, les machines de récolte, oui, ça se chiffre en plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça, c'est colossal. Pour sauver son habitation, Laurent a dû faire le cruel choix d'abandonner ses locaux agricoles. Sa cave de vinification est complètement détruite. Certaines poutres fument encore. Une perte matérielle, mais également végétale. 40% de ces vignes sont directement touchées. Ça fait mal au ventre de voir ça. C'est une vigne qui, aujourd'hui, est vouée à être arrachée. On n'aura plus jamais de raisin, quoi. Par contre, la partie qui reste encore verte, il y a eu des fumées dessus. Et on se pose la question à savoir si on pourra éventuellement faire du vin avec ces raisins. Toutes ces récoltes sont donc compromises. Ces entrepreneurs interpellent les pouvoirs publics pour recevoir de l'aide au plus vite. Alors les pompiers et la sécurité civile sont évidemment toujours à pied d'œuvre pour surveiller le terrain au plus près. Il y a aussi cette enquête qui est menée pour trouver l'origine de cet incendie. Paul Conge, vous êtes notre journaliste police-justice. Et les gendarmes particuliers, ceux de l'IRCGN, sont responsables de cette enquête. De quelle manière travaillent-ils ? Oui, alors on a pu se rendre hier dans les locaux des très secrets instituts de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Donc IRCGN, c'est le vaisseau amiral de la gendarmerie scientifique en France. Ils ont une unité spécialisée dans les incendies. Leur travail, c'est donc de faire parler les cendres, de déterminer si l'incendie est d'origine criminelle ou non. Et évidemment, ce n'est pas une mince affaire lorsque vous avez face à vous 16 000 hectares dévorés par les flammes. Il faut donc d'abord trouver le point de départ du feu. Donc dans l'Aude, ils ont dépêché le major Christophe Rémillon, qui a 20 ans de carrière. On l'a rencontré hier. Je vous propose d'abord d'écouter un court extrait de notre interview avec lui. Les sapeurs-pompiers ont des drones, les gendarmes ont des drones. Plus vous agissez vite, moins vous allez avoir de terrain à couvrir pour rechercher l'origine de l'incendie. Et l'origine de l'incendie, c'est vraiment le point crucial pour pouvoir ensuite déterminer les causes. Plus vous intervenez tôt, moins vous avez d'espace, de surface à investiguer.
donc des moyens aériens, des moyens humains. Et c'est comme ça que malgré la taille gigantesque de l'incendie dans l'Aude, ils sont parvenus à trouver son point d'éclosion, là où tout a démarré. C'était une petite zone en bord de route en l'occurrence. C'est là donc qu'en ce moment ils effectuent leur prélèvement, terre brûlée, cendres, composés organiques, mais aussi et surtout tout ce qui aurait pu être apporté là par l'homme, par exemple des bidons d'essence, des mégots, des bouteilles de white spirit, tout ce qu'on appelle donc ces produits accélérants qui facilitent la propagation du feu. Ils sont ensuite transportés au laboratoire à Pontoise de l'IRCGN et on peut le voir sur ces images, ce laboratoire dans lequel on a tourné des images hier. Ils analysent des fragments de ces prélèvements qu'ils mettent dans un environnement stérilisé. Ils l'introduisent dans cette machine, c'est un chromatographe, une machine ultra précise qui va disperser les molécules chimiques du prélèvement et puis ensuite les afficher un par un sur ce graphique. Ça va permettre en un coup d'œil de voir ces pics et de déterminer la trace, la présence ou non d'hydrocarbures, d'alcool qui sont invisibles normalement à l'œil nu. Et ça donne des indices évidemment très précieux sur la nature intentionnelle ou non du feu. Et si par exemple il y a des traces d'essence qui n'ont rien à faire là, ça dira qu'effectivement il y a eu une intervention humaine. L'enquête donc ne fait que commencer. Et il y a une donnée qu'il va falloir prendre en compte dans les prochaines heures et surtout dans les prochains jours, c'est ce placement par Météo France de 28 départements en vigilance orange canicule dès demain, Loïc. Oui, déjà 11 départements concernés pour aujourd'hui. La carte va se colorer pour ce samedi à partir de midi. 28 départements situés de la Dordogne aux Hautes-Pyrénées en allant vers les Alpes. L'Aude est concernée donc par cette vigilance orange. Vous voyez l'évolution de la température à Narbonne dans un premier temps. Ces températures vont s'envoler dans les heures, dans les jours qui viennent. Ce samedi, on attend jusqu'à 34 degrés dans l'après-midi et peut-être même des pointes à 39, voire 40 degrés pour la journée de dimanche. C'est évidemment inquiétant. Le feu est fixé, mais pas encore éteint. C'est maintenant qu'il faut l'étouffer, le noyer. On fait tout le possible sur le terrain, ça c'est certain. Voyons à l'échelle du pays ce qui est en train de se passer. L'anticyclone des Açores remonte vers nos régions. Et voyez cette dépression au large sur l'océan. C'est un ex-cyclone nommé Dexter, qui remonte vers les îles britanniques. Il a perdu en intensité, mais il va jouer le rôle de pompe à chaleur. La chaleur va s'accumuler sous les hautes pressions. Alors dès cet après-midi, déjà 39 degrés relevés en Dordogne, 38 degrés au cœur de Lyon. On va encore ajouter 1 ou 2 degrés supplémentaires d'ici demain, des pointes à 40 degrés dans les plaines du sud-ouest, dans la vallée du Rhône, en remontant vers le Val-de-Loire. Il va faire très chaud également dans le nord du pays, 33, 34 degrés. La chaleur sera tout de même un peu plus contenue en région parisienne. Elle va se maintenir tout au long du week-end. On sera sur un plateau chaud avec plusieurs pics de chaleur, notamment entre lundi et mardi. Ce mardi, 33 à 35 degrés de moyenne dans l'après-midi, du nord au sud du pays. Ça pourrait durer jusqu'en fin de semaine, donc jusqu'au 15 août. Au moins, difficile de voir la sortie de cette canicule pour l'instant. Ce qui est certain, c'est qu'il va faire chaud la journée. La nuit aussi, vous voyez, mardi matin, pas moins de 21 degrés de moyenne sur la moitié sud, des nuits de plus en plus difficiles à supporter. Et on surveillera ça de très près. Merci Loïc Rivière. 17h39 à présent, direction Israël, où le cabinet de sécurité a donné son feu vert à Benjamin Netanyahou pour déployer son plan pour vaincre le Hamas. Le Premier ministre israélien qui a déclaré hier à la télé américaine son intention de prendre le contrôle militaire de la bande de Gaza pour y mettre en place un périmètre de sécurité, mais sans la gouverner. Les détails dans ce reportage d'Anaïs Girard et de Carla Plomb. L'offensive israélienne est sur le point d'entrer dans une nouvelle phase. Tsahal devrait bientôt passer au crible la bande de Gaza et se prépare à prendre le contrôle de sa ville principale, maison par maison, afin de conquérir toute l'enclave. Malgré l'opposition du chef d'état-major, le cabinet de sécurité israélien a approuvé un plan de Benjamin Netanyahou qui repose sur 5 principes, parmi lesquels le désarmement du Hamas, le retour des otages vivants ou morts et la démilitarisation de la bande de Gaza. À la télévision américaine hier, le Premier ministre israélien affirme que cette occupation totale ne serait que temporaire. Il compte mettre en place un périmètre de sécurité, mais sans gouverner. Nous voulons la confier à les forces arabes qui la gouverneront correctement, sans nous menacer, et qui donneront aux habitants de Gaza une vie agréable. Ce n'est pas possible avec le Hamas. Cette décision forcerait le déplacement de centaines de milliers d'habitants de la bande de Gaza vers les routes dans le sud de l'enclave. Épuisés, affamés après bientôt 2 ans de bombardement, les Gazaouis oscillent entre inquiétude et résignation.
La volonté de Netanyahou d'occuper Gaza, c'est comme s'il n'y avait plus rien à occuper de toute façon. Nous sommes déjà en train de mourir. Une centaine de milliers de morts chaque jour. En bord de mer à Tel Aviv ce matin, l'annonce de ce nouveau plan de guerre suscite de vives réactions. La guerre à Gaza doit cesser car trop de nos soldats meurent. C'est un arrêt de mort pour tous les otages encore retenus là-bas. Près de 75% de la bande de Gaza est déjà sous contrôle de l'armée israélienne. Et on va retrouver tout de suite Ava Mergui, notre correspondante en Israël. Ava, les familles d'otages ont manifesté dans plusieurs villes d'Israël à la suite de cette annonce. Elles accusent en fait le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de sacrifier les otages pour garder le pouvoir. Oui, alors qu'il est encore, il y a une manifestation de plusieurs anciens otages et proches d'otages devant le domicile du ministre de la Défense, Israël Katz. Ils vont installer une table avant le Shabbat et ils invitent le ministre de la Défense à les rejoindre en lui demandant prouvez-nous que vous ne nous avez pas oubliés. Tout à l'heure, dans leur communiqué, dans son communiqué, le Forum des familles d'otages, on parlait d'une catastrophe. Il a reproché à Benjamin Netanyahou d'avoir ignoré leurs appels, de n'avoir pas écouté les avertissements du chef d'état-major et la voix majoritaire de l'opinion publique israélienne. Il y aura d'autres manifestations samedi soir, de grandes manifestations, une installation de la faim aussi avec plusieurs familles d'otages qui ont prévu d'installer une grande table sur la place des otages avec des boîtes de conserve pour rappeler les images de cet otage, Eviatar David, amaigri, squelettique, qu'il faut sauver. Paradoxalement, c'est Israël dit, et Benjamin Netanyahou dit que cette opération va avoir lieu parce que les otages n'ont plus le temps. Il y a en même temps un sondage assez intéressant qui est paru aujourd'hui de l'Institut Lazare qui dit que le responsable, qui est le responsable, eh bien, 44% des Israéliens disent que le Hamas est le seul responsable de l'échec des négociations pour un accord, mais 15% des Israéliens disent que c'est à cause d'Israël, donc de Benjamin Netanyahou, et 13% disent que la faute est partagée entre Israël et le Hamas. Ava Mergui en direct d'Israël pour BFM TV. Et tout à l'heure, notre invité était David Rigolerouz de l'Institut de recherche de l'IFAS et il nous donnait son point de vue sur notamment l'intervention ou non des pays étrangers et leur influence sur la décision prise par le Premier ministre israélien. Oui, mais de toute façon, ce n'est pas uniquement par rapport à des pays étrangers, c'est qu'il y a une opposition avérée. Aujourd'hui, on voit en Israël, il y a une lettre ouverte de quelques 550 anciens responsables des services de sécurité, du Mossad, du Shin Bet, des services secrets de l'Aman, des services secrets de l'armée, et des chefs d'état-major de l'armée qui disent que c'est une impasse et que, effectivement, ce plan mène potentiellement au désastre. Donc, il y a eu une réunion, dans le cadre de la réunion du conseil du cabinet de sécurité restreint, des tensions extrêmement fortes entre Eyal Zamir, qui est le chef d'état-major de Tsahal, et puis les ministres d'extrême droite. Le chef d'état-major a fait valoir que, potentiellement, il y avait des risques extrêmes pour les otages, que ça ne réglerait pas la question de fond, de toute façon, du jour d'après, notamment pour le déplacement des civils du nord au sud. On ne déplace pas 1 million de personnes comme ça de manière aisée, logistique. Et puis, il y a des attendus très, très incertains sur l'administration après. Et même si le Premier ministre a évoqué des pays arabes, sans les préciser lesquels d'ailleurs, pour une gouvernance qui prendrait le relais, on ne voit pas très bien justement comment les choses peuvent se produire, sinon de manière problématique. Alors justement, vous évoquiez cette situation. Le plan de Benjamin Netanyahou, il vise à mettre en place un périmètre de sécurité, dit-il, mais sans la gouverner. Il ne veut pour cela ni du Hamas ni de l'autorité palestinienne. Alors quelle gouvernance possible ? C'est tout le problème. C'est le flou qui est entretenu d'ailleurs. Et en fait, c'est le résultat des contradictions internes au cabinet de sécurité, puisque notamment 2 ministres, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, qui sont les 2 ministres de la mouvance sioniste religieuse, enfin en tout cas Itamar Ben-Gvir s'est opposé à certaines clauses justement de la décision du cabinet, parce qu'il n'y avait pas la mention de
déplacement de la population à l'extérieur, ni de l'annexion, ce qui est leur objectif. Ce qui n'est pas forcément l'objectif du Premier ministre. Seulement, voilà, il est piégé par les contraintes de sa coalition et donc il entretient un flou qui fait qu'il utilise des éléments de langage qui renvoient assez largement, d'une certaine manière, à la pensée magique. C'est bien ce que nous reproche d'ailleurs en filigrane le chef d'état-major Yad Zamir. Pour autant, David Rigolet-Rose, on a vu qu'à l'intérieur même de son pays, il y a des personnes qui sont contre cette décision. Il lui reproche, notamment les familles d'otages, lui reprochent de mettre en danger la vie de ces otages. Est-ce que cette pression en interne pourrait le faire changer d'avis ? Ça ne le fera pas changer d'avis parce qu'il est tenu en fait par les contraintes de sa coalition. Mais ce qui est significatif, c'est effectivement l'étendue des critiques qui montent. Je ne parle pas de l'extérieur, je parle en interne, en Israël, et pas seulement de la gauche. Il y a des ministres comme d'anciens ministres de la Défense, comme Lieberman, qui considèrent que c'est une erreur stratégique. Et pourtant, il n'est pas suspect de mollesse vis-à-vis du Hamas. Et il considère qu'effectivement, le plan qui est présenté est trop flou, les buts de guerre ne sont pas déterminés et que ça va induire des risques énormes. Alors d'abord pour les otages, mais pas seulement. Il y aura un coût économique de prise en charge de l'enclave et évidemment, préalablement au coût économique, c'est les risques de toute façon de perte humaine dans une forme de guérilla urbaine qui s'installerait avec une forme de syndrome vietnamien, entre guillemets, toute chose égale par ailleurs. Et toute chose légale, toute chose que une armée conventionnelle ne peint par-dessus tout. Sujet de l'Ukraine à présent, Donald Trump doit rencontrer Vladimir Poutine dans les prochains jours. Alors, aucune précision pour le moment sur la date précise ni sur le lieu de la rencontre, mais le calendrier interroge. C'est aujourd'hui qu'expirait l'ultimatum fixé par le président américain à son homologue russe pour mettre fin à la guerre sous peine de nouvelles sanctions. Retour en France avec cet immeuble qui s'était effondré en fin de matinée à Amiens, un immeuble situé dans le centre-ville de la commune, place au feu. Aucune victime n'est à déplorer pour le moment. Alors, un important dispositif a été mobilisé, déployé avec plus de 40 sapeurs-pompiers, dont la brigade cynophile à ce stade. Les causes de l'effondrement restent à déterminer. Les habitations voisines ont été évacuées par précaution. La loi du plomb qui est retoquée partiellement par le Conseil constitutionnel. Hier, les sages ont décidé de censurer l'article 2 de la loi, celui qui concerne l'acétamipride et qui réautorise l'utilisation à un néonicotinoïde qui est très controversé. Néanmoins, le reste de la loi, lui, reste conservé. Oui, dans un communiqué publié en fin de matinée, la ministre de l'Agriculture assure prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel. À la mi-journée, la pétition contre la loi du plomb a dépassé les 2 millions de signatures. Camille Fournier avec Marius Noël. Pour ces militants, pas de doute, la décision des sages est une victoire. Ça montre que le rapport de force fonctionne. Ça nous donne espoir pour la suite. Le Conseil constitutionnel a censuré la réintroduction prévue par la loi du plomb de l'acétamipride, un pesticide autorisé ailleurs dans l'Union européenne. Le sénateur à l'origine du texte relativise en rappelant que la majorité de la loi a tout de même été validée. 80% des articles sont conservés. Je vous rappelle que mon texte ne faisait que revenir sur des contraintes que la France a mises sur des décisions européennes qui s'appliquent partout en Europe. Réaction beaucoup moins positive du côté de la coordination rurale qui réclamait le retour de l'acétamipride. On est victime d'un agricide qui ne fait que s'accélérer. Avec leurs décisions, ils valident une politique de déproduction agricole en oubliant que l'agriculteur est celui qui façonne l'environnement. Une décision qui a également fait réagir les politiques, la gauche s'en dit satisfaite. Aux idéologues du retour en arrière, le Conseil constitutionnel vous donne encore un peu plus tort. C'est une victoire pour l'écologie, une victoire pour la santé, une victoire pour la démocratie. De la colère en revanche pour la droite et l'extrême droite. Laurent Wauquiez s'est directement attaqué aux sages, tout comme Marine Le Pen. En se comportant comme un législateur alors qu'il n'en détient pas la légitimité démocratique, le Conseil constitutionnel scie la branche sur laquelle il est assis. Emmanuel Macron a fait savoir qu'il promulguera le texte en tenant compte de la décision du Conseil constitutionnel.
Retour en France où le Conseil constitutionnel censure la mesure la plus polémique de la fameuse loi Duplon, celle de la réintroduction sous condition de l'acétamipride, ce néonicotinoïde très controversé. La pétition citoyenne a recueilli plus de 2 millions de signatures, Fanny. Mathieu Coach est avec nous du service politique de BFM TV avec une décision donc, qui concerne ce pesticide et qui serait peut-être un camouflet pour le gouvernement. Oui, on peut même dire un double camouflet pour le gouvernement. D'abord sur le fond, parce que le gouvernement avait soutenu sans réserve la réintroduction de ce pesticide controversé, en ignorant à la fois de nombreuses voix scientifiques et puis celle des 2 millions de Français qui s'étaient exprimés via cette pétition. Seule Agnès Pannier-Runacher avait apporté un peu de nuance dans le débat en demandant de nouveaux éléments scientifiques. Mais c'est aussi un camouflet sur la forme, parce que pour arriver à ces fins, eh bien, le gouvernement a utilisé une astuce technique, procédurière, inédite. C'est un peu technique, mais c'est important. En fait, les députés du Bloc central qui votent donc avec le gouvernement avaient voté contre la loi Duplon alors qu'ils la soutenaient. Et ils avaient voté contre parce que ça leur permettait d'éviter les discussions au sein de l'hémicycle et d'aller directement en commission mixte paritaire. Et à ce moment-là, ils savaient qu'ils allaient gagner le vote et ça leur permettait en quelque sorte de passer la loi sans passer par le débat. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel a rappelé à l'ordre les députés du Bloc central et du gouvernement en leur disant que cette petite astuce, eh bien, c'était un usage manifestement excessif de leurs droits. Alors Mathieu, il y a les agriculteurs qui disent ne pas pouvoir se passer de ce pesticides, notamment les betteraviers. Que va-t-il se passer maintenant pour eux? Eh bien, M. Duplon, il n'a pas dit son dernier mot. Il va représenter un texte, mais il dit que cette fois, il va prendre en compte tous les critères qui ont été indiqués par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire un critère de durée, parce qu'elle n'était pas encadrée dans son texte, et également une liste de filières plus précise. Et en précisant ces deux aspects, eh bien, il pense que le texte peut passer. Sauf qu'il ne pourra pas utiliser la petite astuce dont je vous parlais, donc il va devoir enfin, il y aura des débats dans l'hémicycle, ce sera compliqué. Puis en attendant, parce que ça va prendre du temps forcément, eh bien, la ministre de l'Agriculture affirme qu'elle ne laissera pas les filières menacées de disparition sans solution. On parle des producteurs de betteraves sucrières et de noisettes. Nous reparlerons évidemment dans les prochaines éditions de ce qui se passe dans l'Aude avec ce feu qui n'est toujours pas éteint malgré l'intervention de 1500 pompiers qui luttent contre les dernières reprises. Mais d'abord, nous voulions vous parler de ces vignerons qui ont payé un lourd tribut à la suite de ces incendies. Près de 900 hectares ont brûlé, Fanny. Oui, une catastrophe pour ces viticulteurs. Néanmoins, les parcelles ont probablement sauvé les villages situés alentours. Explication à Saint-Laurent-de-la-Cabrerie avec Simon Pires de Souza, Pierre Bazin et Lounis Kelaf. Au milieu des parcelles noircies par les flammes, quelques vignes ont résisté. Mais impossible de récolter les raisins. Il risque d'y avoir des goûts de fumée à la fermentation, à la vinification, et ces goûts de fumée risquent de ressortir. Donc il est fort probable que ces raisins-là ne soient pas ramassés sur cette parcelle. Ces feuilles vertes sont la preuve que le feu s'est arrêté ici. Au cours des dernières heures, elles ont joué un rôle essentiel permettant d'empêcher la propagation des flammes. Même si la vigne a subi quand même des dommages, on voit quand même que le feu s'est arrêté là. Voilà, s'il n'y avait pas des vignes autour de cette commune de Saint-Laurent, le village aurait été brûlé à 90%. Des maisons sauvées en partie par l'entretien des vignes et leurs propriétés. C'est la présence d'eau du coup dans les feuilles et dans les baies. Et en plus de ça, il y a l'entretien du vigneron. Il n'y a pas une espèce de paille qui est facilement inflammable. Ça aurait été le cas, tout aurait peut-être flambé. Dans l'Aude, 5000 hectares de vignes ont été arrachés, mais beaucoup militent pour en replanter sur des kilomètres de friches, afin de bénéficier notamment des effets de ce coupe-feu naturel. Tout de suite, l'infotrafic. L'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Et attention à ce gros chassé-croisé. Encore demain, ce sera rouge sur l'ouest du pays et en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous le voyez demain. Pour les retours, ce sera orange sur tout le pays, rouge dans le sud-ouest. Et puis dimanche, la circulation sera aussi complexe dans le sud-ouest. Ça risque de bouchonner puisque Bison Futé voit du orange. Enfin, dans le sens des retours dimanche, ce sera vert sur tout le pays. Néanmoins, dans l'extrême sud-est, sur le pourtour méditerranéen, ce sera orange. C'était l'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble.
Merci de nous avoir suivis dans l'après-midi info. On vous laisse dans les mains de Jérémy Brossard pour BFM Story. Il reviendra sur les agressions de maires en France après les faits qui sont survenus dans l'Isère il y a quelques jours. Bonne fin d'après-midi sur BFM TV. Merci à tous.